Qui se cache derrière Baris Adigüzel, le spectaculaire champion bantamweight de Hexagone MMA? Comment juger les débuts pro de Paul Dena? C'était ce week-end à Bordeaux dans l'organisation française. Plus globalement, comment construire une carrière? Gamrot va-t-il croiser BSD dans l'octogone à Paris? Movsar Evloev est-il la grande victime de la noche mexicaine de l'UFC? Pour son 4e épisode, Aldric Herby fait le tour de l'actualité combat et reçoit le sniper Baris Adigüzel. Générique. Aldric, on se retrouve donc pour notre 4e numéro d'Aldric et Herby, et on est ravis d'avoir aujourd'hui Baris Adigüzel, champion de l'Hexagone MMA, je le disais, champion bantamweight qui vient de défendre sa ceinture. C'était ce samedi à Bordeaux contre le Brésilien Francisco Clayton Moreno. Comment ça va, Baris Delin? Au top. Je suis rentré hier de Bordeaux du coup, et ouais, je suis très très bien. J'ai repris à grossir, j'ai recommencé à grossir plutôt, donc je suis très content. C'était ta 8e victoire chez les pros, la 7e au premier round, la 6e par KO ou TKO dans ce premier round, avec un coup au foie, un coup au corps, dont on va reparler parce que je suis assez fan de ton travail sur le corps, moi qui aime ça, notamment du côté de la boxe. Comment tu jugeais ta performance de samedi soir contre le Brésilien déjà? J'étais content, l'objectif, comme je l'avais annoncé, j'avais prédit un KO au foie 6 semaines à l'avance sur une vidéo, donc j'ai réussi à le faire, donc... Disons que j'étais très content, et même si au tout début j'ai fait un peu la bagarre, je me suis fait un peu engueuler par les coachs en plein milieu au bout de 30 secondes, j'ai entendu arrête de faire la bagarre, donc j'ai dû reculer de suite et reprendre mes marques. Et après en fait le jeu il s'est déroulé tout seul et le genou il est parti tout seul aussi. J'ai vu les vidéos où tu disais que tu l'avais préparé plusieurs semaines à l'avance, ce coup-là. Comment ça s'est passé? Tu peux nous raconter ça? Est-ce que même, c'est marrant parce que souvent des fighters disent ça, et je me demande toujours, mais est-ce que toi, dans le combat, tu te dis, comme j'ai annoncé ça, j'ai envie de mettre ce coup de genou ou pas? Ou t'y penses pas du tout? Non, j'y pense pas du tout. Même quand je dis ouais, KO premier round ou etc. En fait, dès que le combat il commence, je pense à plus rien du tout. C'est juste, le but est juste de gagner dans la cage, mais d'une façon spectaculaire. Donc, j'essaie pas juste de gagner, mais j'essaie de mettre un peu de spectacle dans ce que je fais, parce que je pense qu'on fait un show, un spectacle. Il y a des gens qui payent pour nous regarder, donc j'essaie de faire mon maximum pour que les gens rentrent à la maison avec un bon souvenir. Aldric, t'étais pas à Bordeaux, tu pouvais pas l'être, et puis tu m'as expliqué la semaine dernière, t'as pas fait la prépa de Baris parce qu'il y avait Montréal aussi et ce grand rendez-vous pour Manon. Comment t'as jugé la performance de Baris samedi? Non, rien à dire. Effectivement, il y avait un petit problème de distance en début de combat, mais on sait qu'il est fougueux, Baris, et qu'il a envie de rentrer dedans tout de suite. Mais la réadaptation est bonne, le volume était très bon, la responsabilité défensive sur la deuxième partie du combat aussi. Non, moi je suis très content de ce que j'ai vu. Très content de ce que j'ai vu. Je le disais, à l'Hexagone, c'est ton 3e KO par des coups au foie, par des coups au corps. C'est quelque chose que t'aimes particulièrement. Moi, je dis, ça me parle beaucoup. Je viens de l'anglaise. Vous savez tous que je suis hyper fan de la boxe japonaise, où le travail au corps est genre un des piliers fondamentaux de cette boxe-là. C'est quelque chose que t'aimes particulièrement, que tu travailles beaucoup? Ouais, je travaille. En fait, ce camp-là, je me suis focus vraiment que sur les genoux et les coudes. J'ai voulu vraiment rajouter quelque chose dans mon arsenal technique. Et ouais, le genou, il sortait vraiment que vers la fin. Quand il restait 5-6 semaines, c'est là où en fait je sentais vraiment que le genou, il était prêt, et que au jour J, quand les gens ils allaient m'attendre le plus, il allait sortir tout seul. Que c'était au premier, deuxième ou troisième, je sais pas, j'avais ce ressenti que j'allais finalement réussir encore une fois à mettre KO au corps. Et même les autres combats contre Anas ou contre Sylvain, c'était à ce moment-là, c'était le middle. Où le middle, je travaillais énormément. J'en mettais peut-être 200 middle par jour au PAO, etc. Et je savais que j'allais mettre KO sur ça aussi. Donc ouais, c'est un truc où je travaille énormément le corps. Ouais. Ils vont être prêts maintenant, tes adversaires. Tu sais qu'ils vont être prêts pour le corps maintenant. Ouais, exactement. Ça va peut-être ouvrir la tête aussi. C'est ça, je pense à ça. Moi, si je travaille beaucoup à la tête, le corps, il va s'ouvrir logiquement. Et si je travaille beaucoup au corps, ça sera la tête. Donc, mais je pense que les mecs, ils vont quand même plus se concentrer sur la tête que le corps, parce que ça fait plus chier de prendre un KO au visage quand même. Oui, ça fait mal un peu au ça visage. Ça fait un peu plus mal. Aldric, c'est intéressant, mais je t'ai dit, on en a souvent parlé ensemble aussi. Moi, je te dis souvent, la boxe en MMA, parfois je trouve que les mecs sont un peu trop limités, essayent trop de viser la tête, tu vois, qu'il n'y a pas assez ce travail de variété qu'on peut retrouver plus en anglaise. C'est intéressant d'avoir un jeune quand même qui a moins de 10 combats pro et qui arrive à proposer aussi cette variété-là, qui est dangereux à tous les niveaux
au niveau de son striking. C'est intéressant, puis ça me permet de mettre en avant le cursus du boxing. Si tu veux, le boxing squad, souvent les gens ils se focus sur moi, mais c'est loin d'être que moi. Baris, depuis qu'il est au club, alors bien sûr il s'est entraîné beaucoup avec moi, mais il a bossé. T'es arrivé quoi, à 14 ans, Baris, je crois, au club? 16 ans. Il a bossé avec des mecs comme Aurélien Bopp, qui était peut-être un des meilleurs Français de sa génération techniquement en pied-point et surtout l'anglaise. Là, de temps en temps à la salle, il y a des mecs comme Hassan Ndam, Stéphane Guarezi qui était dans le coin de Baris, je le connais depuis 2002. On est quand même en 2025, tu vois, ce mec-là, il était prof de boxe thaï déjà en 2002. Donc, et pourtant, c'est un jeune, hein. Je pense qu'aujourd'hui, il a à peine 40 ans, Stéphane. Donc, il y a des gens autour de lui, Jean-Marc Toesca, que je connais depuis 2005 et qui est avec nous depuis pas mal d'années aussi, qui a 3 ou 4 championnats du monde de boxe anglaise quand même, tu vois, en coaching. Donc aujourd'hui, il y a des gens de qualité et pour des gens doués. Déjà, Baris, à la base, il était doué. Mais avec ces gens-là autour de lui, aujourd'hui, je pense que c'est dur ce que je vais dire, hein, mais je pense qu'il a un niveau pro en anglaise, Baris, sans aucun problème. Ah mais sans aucun problème. Tu me fais une belle passe D parce que j'allais y aller un peu aussi. Moi, il y a un KO que j'avais adoré de toi. C'est Alex Bertinazzi au Cage Warrior, ce KO en reculant où lui explose, tu vois, sur une explosion de coups. Et juste, tu le punis en reculant avec ce crochet alors que tu es en train de boxer en reculant. C'est quelque chose que tu apprécies particulièrement. L'anglaise, tu vois, tu dirais que c'est un peu ton petit péché mignon et le truc que tu préfères dans le MMA. Ouais, j'aime. Bah, en fait, c'est ce qui est beau à voir, entre guillemets. Donc, je me dis que bah, si je fais pas d'anglaise ou je fais pas de pied-point, disons, où il n'y a pas d'échange, je trouve pas ça beau à voir dans un combat. Donc, du coup, je me dis que ouais, il faut que je sois très fort en anglaise. Et je sais que c'est là où ça payera le plus, entre guillemets. Donc, mais ouais, depuis tout petit, Aldric, il sait, quand j'ai mis mon premier KO, et c'est lui qui a arbitré. Donc, j'avais mis le premier crochet gauche, il était tombé. Et après, j'avais mis un high kick plané, il était tombé encore une fois. Et c'était en 10 secondes à peine. Et donc, c'est là où, en fait, on savait déjà, en fait, que j'avais quelque chose en plus avec ma gauche, avec ma puissance de frappe. Donc, en fait, tout le long, on a travaillé dessus, on l'a exploité et on en est là maintenant. C'est intéressant cette capacité à boxer en reculant, Aldric, peuvent l'avoir des Taylor Lapillus, tu vois, pour prendre quelqu'un de la même catégorie. Toi, tu l'as vu tout de suite, cette puissance de frappe qu'a Baris? En amateur, c'était pas développé encore comme aujourd'hui, mais je sais pas, en amateur, il a dû dépasser les 10 victoires comme ça, et je pense qu'il y en a les 3/4 par KO déjà. Tu vois, donc il y avait déjà beaucoup de punch, et puis pour ceux qui l'ont pas vu, allez-y, luttez-le et amenez-le au sol aussi, vous allez voir la diff. Non, aujourd'hui, Baris, il est hyper complet, et il a le même cursus que tous les mecs du boxing, sauf qu'en plus, il a le punch. Ça, tu peux pas, ça c'est inné, ça. Ouais, tu l'as ou tu l'as pas. Tu touches, ça tombe, ou sinon, il faut faire un travail de sape avant. Et lui, il a ça, malgré que c'est une catégorie très légère, 61, il touche, ça tombe. Ah, puis tu l'as, et si tu l'as et que tu le travailles, ça peut donner des résultats derrière qui sont quand même spectaculaires. Il est spectaculaire. Très spectaculaire. Baris, on le voit à Hexagone, on le voit dans ses combats avant. Je citais le Cage Warrior, il y en aurait d'autres à citer. C'est un atout aussi, Aldric, là, dans la construction de carrière. Tu vois où je t'emmène. C'est-à-dire qu'on sait que faire des highlights aujourd'hui dans le MMA, ça compte aussi. Pas autant que des victoires, mais ça compte fort dans un CV. On reviendra en deuxième partie d'émission sur la construction de carrière, les classements Fight Matrix, la légitimité. Mais en vrai, quand je dis les réseaux sociaux, ça compte pas, c'est pas le côté follower qui compte. C'est ce qui compte, c'est ce que tu montres. Et ça compte par contre. C'est-à-dire que si sur ton highlight, si sur tes images, ça tombe, tu mets des KO, ça c'est hyper important parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le critère numéro 1 des matchmakers de l'UFC, c'est ça quand même. Les victoires, la légitimité, battre un UFC vétéran, être classé Fight Matrix, c'est, comme ils reçoivent 200 emails par jour, bien sûr que c'est important. Mais le premier critère, c'est de finir tes combats par KO. Je trouve on en a un exemple fort qu'on a eu aux IMAF, Patrick Abirora. Patrick Abirora, il fait 4 KO en 4 jours et il passe de inconnu à star du MMA francophone. Parce que c'est ce que les gens veulent voir en premier. Les gens capables d'apprécier de la lutte, des scrambles ou du sol, ils sont minorité dans ce sport. Sur 15 000 falles, t'en as peut-être 500 qui kiffent ça, et les 14 500 qui restent, ils veulent voir des gens qui tombent. C'est ça, l'essence même de ce sport, ça restera ça. Ouais, c'est ce que disait Baris également. C'est ce qui rend ce sport aussi spectaculaire à suivre. Baris, je voulais qu'on parle un peu de ton parcours, que tu nous racontes un peu plus qui est ce Baris, ce champion de l'Hexagone MMA en moins de 61. Comment t'arrives déjà au sport de combat? Je sais que t'es né en Turquie, tu as passé les 10 premières années de ta vie, si je dis pas de bêtises à peu près. Raconte-moi un peu ton parcours, comment t'arrives en France et comment tu pousses la porte du Boxing Squad quand t'as vers 14-15 ans. Bah, pour faire un petit peu court, pour faire un truc très long, j'avais 16 ans et demi, j'ai un ami qui m'a dit pourquoi pas
faire des sports de combat. Tu faisais du foot avant, c'est ça? C'est ça, mais j'avais arrêté vers l'âge de 12-13 ans, donc j'en faisais plus en fait de sport du tout. Je fais juste un peu de traction, des pompes, je me bagarrais un peu dehors, mais voilà, sans plus, entre guillemets. J'avais fait 2-3 bagarres où en fait, dehors, où j'étais en fait super bon en esquive, je sais, naturellement. Et les gens, en fait, ils s'étaient mis à l'idée que j'étais boxeur, alors que ben, je savais même pas ce que c'était des gants de boxe. Donc, et à 16 ans et demi, il m'a dit, viens essayer. J'ai essayé. C'était le premier cours où il y avait Stéphane Guarezi, du coup, qui m'avait beaucoup engueulé parce que moi, c'était la première fois que je faisais un sport de combat. Et j'étais en train de faire n'importe quoi, me bagarrer avec tout le monde. Et, tu faisais la bagarre, quoi. Et je me rappelle, il avait dit au pro de la salle, prenez le petit et frappez-le. Et il y avait Zied, Aldric qui connaît à cette époque-là, il y avait Zied, etc. Il m'avait un peu tapé, mais je m'étais pas déconcentré. À cette époque-là, ben, ma famille, ils avaient pas trop les moyens. Mais ils me donnaient un peu d'argent pour manger le midi. Et du coup, en fait, j'ai commencé à mettre ça de côté pour pouvoir payer la cotise du mois et pour venir m'entraîner. À cette époque-là, Aldric, il me prêtait des gants, des protège-tibia, j'avais vraiment aucun équipement. Et voilà, après arrivé, quelques mois après, j'ai reçu un message d'Aldric qui m'a dit, bah, écoute, maintenant, paye vraiment très peu et entraîne-toi, fais toutes les disciplines, entraîne-toi, t'as du potentiel. Et ça m'avait énormément motivé à cette époque-là. Fait, tout a démarré comme ça. Et après, on est passé pro avec Aldric, on a fait 2 victoires, 2 KO. Et ensuite, j'ai commencé à me blesser, malheureusement. Je me suis pété la cheville, le genou, le coude. T'as une grave blessure au genou, on va y revenir aussi. Donc, voilà. Et juste, mais je rebondis avant de reparler aussi de cette découverte avec Aldric, mais t'avais ça en toi, t'étais un peu bagarreur à l'école, tout ça, tu vois, c'est dans ta nature? Mais en fait, j'étais bagarreur, mais peureux. C'était bizarre comment j'étais. Par exemple, je me rappelle quand j'avais changé de collège et j'étais en 3e, il y avait un mec costaud, en fait, qui m'avait agressé. Et en fait, ma première réaction était de pleurer et crier, genre. J'étais pas en mode de suite frapper. Je prenais tout sur moi. Mais au moment où fallait se bagarrer, je devenais trop fort. Et en fait, c'était vraiment au moment où il fallait se bagarrer, il fallait vraiment montrer qui t'étais, que je devenais fort. Et la peur, elle disparaissait. Exact. Et c'est là, en fait, j'étais presque avec le sourire. Je disais, ben, on continue maintenant, maintenant qu'on a commencé. Et je me rappelais que c'est là où je devenais fort. Et avant les combats, même celui d'Hexagone, il y a Jean-Marc qui était venu me voir. Il m'avait dit, écoute, il y a des champions du monde de la salle et des champions du monde de la compétition. Il me dit, toi, t'es fort quand on t'attend le plus. Et je me répétais ça avant de rentrer dans la cage. Et ouais, quand je compare à quand j'étais petit, ouais, c'est vrai que c'était quand on m'attendait le plus que j'étais bon. Et t'es tombé tout de suite amoureux des sports de combat quand tu les as commencé de façon, tu vois, un peu organisée comme ça? Ouais, dès le premier jour, j'ai dit, je finis mon année, j'arrête l'école et je ferai que ça de ma vie dès le premier jour. À cette époque-là, à Aldric Hissé, c'était pas comme maintenant le boxing squad. Le matin, il y avait pas autant de cours, etc. Je venais tous les matins, je faisais que du sac. Tous les matins. J'en ratais pas un cours, même si des fois j'étais tout seul, je me mettais des plots. J'ai toujours des vidéos de moi que je regarde des fois, en fait ça me fait des souvenirs et des émotions où je me dis ouais, je pars de loin et c'est pas maintenant qu'il faut abandonner. Et donc voilà, je me donne vraiment cette peine et je me dis ouais, je me suis jamais arrêté en fait, j'ai toujours rêvé d'être champion et voilà, c'est que le début en vrai. Tu sais, ça me rappelle un peu Aldric Nassour qui dormait en haut du MMA Factory à Paris avec Daguerre, avec son frère, parce qu'il rêvait de ça. Toi, tu le vois, Baris nous a expliqué que rapidement, tu l'aides aussi, tu vois, à lui donner des gants, il avait pas la famille, il avait pas beaucoup d'argent. Tu vois quelque chose tout de suite, toi? Évidemment. Ouais. Évidemment, tu vois de suite que le gars est talentueux, il progresse vite. Tu sais, ça va s'en intégrer. T'as des gens qui mettent 1 an à progresser, t'en as à la fin de la séance, ils sont déjà plus forts au début quand ils ont commencé. Donc, non, c'était flagrant. Et quelle qualité tu lui vois tout de suite? Franchement, tout. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, tu peux pas avoir le punch, mais tu vois la faculté de reproduire des mouvements, les déplacements, l'apprentissage. Le sol, c'est simple, hein. L'équation, elle est très simple. Soit tu te fais dominer, soit tu domines. Donc, tu vois vite les progressions sur le grappling, sur la lutte, même sur la boxe. Et les sparring, on voit pas le punch. Donc, tu vois sa capacité à prendre les coups, à les mettre, le volume la distance. Non, il y avait partout. Il y avait vraiment du talent sur toutes les disciplines. Parce qu'à l'époque, on contingentait, tu vois. T'avais Stéphane qui faisait le pied-point qui m'aidait déjà à l'époque. Moi, je faisais la boxe anglaise et le sol. Donc, on avait une vue un peu sur tout. Non, il progressait partout. J'ai un souvenir où le Imanari Roll. Et en fait, à ce moment-là, je faisais pas encore les cours de grappling. Mais je venais toujours en avance et je regardais. Et il y avait un Brésilien qui avait fait un Imanari Roll et de loin, j'avais juste regardé de comment il le faisait. Et après, j'avais fait le cours avec Stéphane et en fait, on avait une petite cage à l'époque au Boxing Squad et on faisait du MMA dedans. Et en fait, on faisait pas de cours de MMA,
Mais à la fin, on faisait toujours par du MMA. Et en fait, ce que j'avais vu, je l'avais reproduit sur le coach juste après. Sans jamais avoir Alors que essayé. c'est pas la technique la plus simple à reproduire. Exactement. Quand même. Ouais. Et après, j'avais réussi à le placer en Tu l'as passé combat en compétition après. aussi. En Ouais. compétition après contre un... J'étais amateur, hein, je l'avais placé contre un pro. Et j'avais finalisé en 1 minute comme ça. Et ouais, c'est quand je pense à tout ça, je me dis, ouais, j'ai bien fait de pas arrêter, quoi. T'as cette capacité à apprendre vite, donc aussi. À bien Ouais. retenir ce que tu vois. Ça dépend de la technique. Des fois, Ouais. des techniques très difficiles, je l'apprends super vite. Et des fois, quelque chose de très simple, je mets 3 mois à le reproduire. Donc, et des fois, je me fais engueuler sur ça. Mais ouais, c'est bizarre. Ouais. Ça, c'est la vie. Hein. Des fois, comme tu dis, Y un a truc pas le choix. tout simple, tu galères à le refaire, alors Ah que ouais, c'est quand vrai. t'es plus à l'aise sur des trucs beaucoup plus compliqués. Tu nous as parlé d'une grave blessure aussi au genou. Ouais. Je sais, c'était en 2019, non 2020, quelque C'est chose ça, comme ça. exactement. Vers... Blessure très grave, t'as pas fait de cage pendant 4 ans, je crois, de combat en tout cas. C'est ça. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que t'as eu exactement? Et est-ce que là, il y a eu des moments où le MMA, t'avais envie de dire stop? Oui, j'ai dit stop. J'ai dit stop, j'avais arrêté. Ben, c'est là où en fait je suis allé dans plein d'autres métiers. J'étais au chantier, j'étais en Donc, plomberie. genou complètement explosé. Ouais, moi j'avais plus de ligaments. Comment le tu t'es fait ménisque ça pété. Ben, en fait, c'était à force. Au tout début, ben, c'était des petites choses. C'était un peu le ménisque, un peu le ligament. Et un jour à l'entraînement, en fait, je travaillais énormément à cette époque-là au chantier. Et je portais beaucoup de poids, etc. Et j'étais lourd. J'avais vraiment grossi de ouf. Je faisais 80 kilos. Et un jour à l'entraînement, on m'a fait de la demi-garde, on m'a croisé mon genou, on a poussé et en fait mon genou il est redescendu de suite et il est remonté. J'ai dit ah là ça y est c'est mort, j'ai plus le ligament du tout. Et voilà, et après je savais que le ménisque aussi il avait pété en même temps. Et c'est là où j'ai dit ouais ma carrière elle est foutue. Je pouvais pas me faire opérer à ce moment-là parce que je travaillais, je pouvais pas arrêter de travailler. Et quand je me suis fait opérer, après ça s'est pas bien réparé. Je devais me refaire opérer par du ménisque. Et voilà, les gens ils savent pas, mais j'ai toujours mal au genou, ils savent pas. Je m'entraîne toujours comme ça. Je dois toujours m'adapter. T'as pas un genou à 100%. Je dirais pas ça comme ça. J'arrive, en fait, quand je me mets dans l'adrénaline et que je me mets vraiment dedans, et que mon genou il est bien chaud, j'ai plus mal. J'arrive à vraiment faire tout ce que je veux. Mais pendant longtemps, non, je sais pas à 100%. Je devais vraiment adapter tous mes entraînements sur ça. Qu'est-ce qui fait que tu reprends? Enfin, tu vois, qu'est-ce qui fait, tu disais, j'ai vu aussi des interviews de toi, t'étais sur les chantiers, tu travaillais, voilà, un vrai travail quotidien. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis, vas-y, mais en fait, il faut... Je peux pas avoir de regrets, il faut que je reprenne cette route vers le MMA. Au chantier, moi, tout le temps, je me disais, mais je peux pas faire ça toute ma vie. Toujours, je me répétais, je peux pas faire ça toute ma vie. Je faisais des 10 km au chantier, aller-retour, je portais de la fente toute la journée. Tu sais, je peux pas finir ma vie comme ça. J'avais mal au dos, j'avais 21 ans, 22 ans. Et Ilyes, j'étais un mercredi, Ilyes Giron, qui a fait la ceinture à l'ARES le 7 ou 14 juin. Et il m'appelle, il me dit, on était mercredi, il me dit, est-ce que tu veux combattre samedi en 77 kilos, un truc comme ça? Il me dit, mais t'es fou, je m'entraîne pas. Comment je vais faire? Il me dit, t'inquiète, tu vas gagner. Et je dis, mais comment tu peux être sûr? Il me dit, t'inquiète, je te connais, tu vas gagner. C'est un mec qui vient du pied-point. Et le mec, on avait regardé son record, il avait 11-0, 10 KO, champion d'Europe ISCA, un truc comme ça. Je dis, mais t'es fou, comment je fais? Tu m'envoies au charbon, là. Mais vraiment, j'avais du bide, vraiment, j'étais gras. Je m'entraînais vraiment 3 entraînements par semaine parce que je donnais des cours. Mais vraiment. Et je sais pas ce qui m'a pris, j'ai dit, bon, qui ne tente rien à rien, on y va. De toute façon, si c'est pas maintenant, ça sera jamais. Si je gagne, je reprends ma carrière, j'arrête de travailler de suite après. Et on est allé comme des fous. C'était à 3. À 3, vendredi. Et moi, en fait, j'arrivais toujours pas à me mettre dedans. On fait un face-off. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Samedi matin, on va aller marcher. On faisait un peu les magasins. J'avais une boule au ventre de malade. Genre, j'ai jamais eu ça de ma vie. Il disait, mais on dirait, on met des coups de couteau. Il me dit, t'inquiète, ça va aller, si tu vas gagner. Mais à cette époque-là, en fait, j'avais toujours mal au genou. Mais j'avais vraiment très mal au genou. Genre, j'avais du mal à marcher, etc. Je dis, mais Ilyes, mon genou, ça va pas du tout. Il me dit, c'est pas grave, tu vas quand même gagner. Et en fait, il me rassurait vraiment. Genre, il a dû me rassurer vraiment pendant des heures. Ah, et en fait, à cette époque-là, lui aussi, il s'était fait opérer du genou. C'est-à-dire, en fait, pendant l'échauffement, lui, il boitait, moi, je boitais. C'était vraiment... Et on était que tous les deux. Et à côté de nous, il y avait Daniel, Benoît Saint-Denis, il y avait tout le monde. Eux, ils faisaient des échauffements de ouf. Parce qu'il coachait quelqu'un. Et nous, on était là, moi, je m'endormais, je me réveillais. Il tenait son genou, il avait mal. Et on pouvait pas faire de lutte, on pouvait rien faire. Il dit, vraiment, je suis un fou, qu'est-ce que je fous là? Et je rentre dans la cage, et en fait, je sais pas ce qu'il me prend de suite, je le fais tomber, et je lui pète le coude, en fait. Je fais une Americana de la monte, ce qui est quand même assez rare à faire en MMA. Et je lui pète le coude. Et je me dis,
genre, je suis même pas à 10%, ni entraînement, ni physique, ni rien, et je suis quand même capable de gagner comme ça. Ouais, donc ça te donne un boost de confiance. Voilà, je me dis non, allez hop, c'est reparti. Et vraiment, le lendemain, j'arrête. T'aurais été sérieux si t'avais perdu ce soir-là, t'arrêtais? Ah ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, moi quand je parle jamais pour rien. Comme quand j'avais dit j'arrête ma carrière si l'autre il me met KO, c'était sûr, Aldric il me connaît, mon caractère, j'ai un peu un caractère de merde, j'aurais arrêté vraiment. Vraiment, j'aurais jamais repris le MMA. Comment toi tu l'as vécu cette période-là, Aldric, aussi de sa grave blessure au genou? Parce que tu l'as dit, t'avais vu un potentiel tout de suite. Ça devait être frustrant pour le coach de se dire ce gars-là, il est retourné au chantier et tu vois. En fait, ce qui est frustrant, c'est que j'ai mis du temps à mettre. Aujourd'hui, on a des schémas au club avec des gens qui s'occupent des soins. Là, tu vois, et c'est Thomas Muris qui passe sur le billard en ce moment, pareil, pour une rupture des croisés. Mais on a déjà les protocoles, l'arrêt attelé en fonction de la chirurgie. Le savoir, même le mien, c'est pas le même. Moi, à Baris, on m'a dit que Kenneth Jones, je savais même pas ce que c'était à cette époque, tu vois. C'est juste qu'il faut du temps. Alors, sur le moment, tu t'en veux, parce que tu te dis, on aurait pu faire mieux, mais sauf qu'à cette époque-là, qu'est-ce que tu voulais que moi, j'avais même les process qu'on avait mis en place aujourd'hui, ils n'étaient pas valables à cette époque. Donc, c'était beaucoup plus compliqué il faut le temps autant. Donc, aujourd'hui, on a l'équipe technique, les kinés, les trucs. Mais à cette époque-là, c'était plus compliqué. C'était plus compliqué. Et quand tu le vois repartir, cette soirée à 3, et puis te dire, bon, bah, je continue. Là, t'es quand même, mais moi, j'avais eu Ilyes au téléphone déjà. Ouais. J'avais eu Ilyes au téléphone, on avait identifié. C'est ce que je disais en préambule, tu vois. Aujourd'hui, Baris, tout le monde croit que c'est un striker, mais il sait tout faire. Et moi, je connais son niveau de lutte. Je sais très bien qu'il peut faire tomber n'importe qui. Alors, un mec qui vient du pied-point et qui a à peine commencé sa transition, c'était évident pour moi. Donc, quand il m'a dit, je dis, bien sûr qu'il faut le faire. Il va le faire tomber. Chantier ou pas chantier, la lutte, ça met du temps. Tu vois, quand je vois ces mecs du pied-point qui envisagent des transitions en MMA, c'est trop tard déjà au moment où tu le dis. C'est-à-dire que si t'as pas fait 3 ans de lutte, tu comprends pas les schémas, tu comprends pas les formes de corps, tu comprends pas la distance. C'est long, la lutte. Ouais, si tu le dis avant ces 3 ans, t'as encore Exactement. un bail de temps avant. Exactement. Donc, moi, j'étais très confiant quand Ilyes m'en a parlé parce que je connais le niveau de Baris, je savais qu'il allait le faire tomber très vite. C'est un avantage de pas encore avoir montré la lutte. Tu gardes des petites surprises, on connaît dans ce milieu-là. Tant qu'il peut descendre les gens avec les points, ils vont être surpris à mon avis. Exactement, ça garde de la surprise. Je t'ai entendu dire aussi que ton point de fort, je t'interrogerai aussi coach là-dessus, c'était ton instinct. Et pareil, tu disais, moi je suis plus fait pour le combat, l'instinct du combat que de la répétition de drill à l'entraînement ou que même le sparring à l'entraînement. Tu peux m'expliquer un peu ça? C'est vraiment ce qui fait ta force selon toi? Bah en fait, tu peux pas. T'as l'instinct du combattant. Je pense, après, je sais pas, je pense l'avoir parce que je peux pas faire le jeu que je fais en combat à la salle parce que soit je vais mettre KO les gens et du coup j'aurai plus de sparring, ça serait pas cool. Et du coup le but à l'entraînement, moi je le vois vraiment il faut faire durer les sparring, il faut travailler sa technique, son cardio. Pour moi vraiment je le vois vraiment comme le cardio. Si j'arrive à faire un 5x5 à l'entraînement en mettant beaucoup de rythme, même si je mets pas KO, je m'en fous. Je sais que voilà, en combat, en frappant fort, en cherchant le KO, ça va aller beaucoup plus vite. Donc ouais, l'instinct de combattant, ouais, je pense que je l'ai toujours eu. Ouais. Tu parlais d'Ilyes, Giroud. J'ai l'impression, quand je t'entends parler, là, en préparant l'émission, qu'il y a une vraie relation très forte entre vous deux. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? J'ai l'impression que c'est un peu ton grand frère. Ouais, ça l'est. Hein. Ça l'est. C'est lui, en fait, qui m'a fait faire mon premier, entre guillemets, interview. C'est lui, ils sont venus pour lui. Il m'a dit, bon, fais lui aussi. Tu vas voir, il va devenir quelqu'un plus tard. En fait, il croyait en moi. Même quand moi, je savais même pas ce que c'était de croire en soi, en fait, dans le milieu du MMA. Il préparait le tournoi 1 million au PFL. On l'a fait ensemble, à deux. Vraiment à deux. J'étais amateur. Dommage qu'il n'y a plus les vidéos, mais vraiment, on le faisait à deux. Je savais pas encore ce que c'était le cage control et je faisais avec lui. J'essayais de le faire tomber. Il nous maltraitait. Vraiment, il me maltraitait le matin et l'après-midi. Aldric, il sait, je finissais vraiment défiguré. Ma mère, elle me crie dessus. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, j'apprends. Et malheureusement, j'apprenais en me faisant vraiment ma rave. Tous les jours. Vraiment, c'est des mauvais souvenirs, tout ça, je préfère pas y penser. Maintenant qu'on a un niveau qui est plus juste, j'arrive à faire des sparring où je m'amuse un peu plus. Mais à l'époque, ouais, c'était vraiment n'importe quoi. Mais en fait, on était moins encadré quand même, malgré qui sait, c'était pas comme avant, c'est comme maintenant plutôt. Ah oui, évidemment. Ce que je te disais, quand t'es tout seul, t'es limité. Là, aujourd'hui, j'ai 3-4 mecs avec moi tout le temps. Ils ont tout le temps quelqu'un avec la salle déplacement ou pas. Mais il faut du temps pour faire tout ça. Oui, je sais que quand tu étais à Montréal, la salle tournait quand même. Ah oui, voilà. Ouais. Et cette relation-là, que tu vois, quand tu vois des élèves avoir cette relation-là, on peut penser à Axel et Virgile aussi, qui ont une relation forte. T'as un petit sourire, là, le coach a un petit sourire parce que moi, c'est ma plus grande fierté. Ça porte grave, les mecs, en fait. Moi, c'est ma plus grande fierté. Et ça, donc, évidemment, ils se connaissent depuis 10 ans, 8 ans, 6 ans. Ils s'entraident, alors que le MMA, c'est un sport individuel, tu vois. Et en plus, j'ai très peu de nouveaux dans l'équipe. La plupart, c'est que des mecs. Le premier, c'était Ilyes.
qui est là quand même depuis presque 8 ans maintenant. Hein. Donc c'est plus un nouveau. Hein. Il est à plein temps depuis 8 ans. Et même les nouveaux qui arrivent, c'est-à-dire des mecs comme Nikita Leshukov, des mecs comme Damien Lapillus quand il vient, comme Ilian Boifia, ça passe. Il y a l'alchimie, ils s'entraident. Je suis très fier de ça. Je suis très fier de ça. D'avoir c'est ce lien fort entre les élèves et entre les combattants. Ils s'aident, vraiment, ils se donnent des conseils. J'aime beaucoup ça. Ça, c'est une grande fierté. T'es pas invaincu, Baris, car après, t'as une défaite. Et ça m'avait beaucoup intéressé aussi de te lire et de t'entendre dire que t'avais beaucoup plus appris dans ta défaite que dans toutes tes victoires cumulées. Et que c'était un point hyper important, toi, en fait, dans ta carrière, que ça t'avait fait beaucoup grandir. Tu peux nous raconter ça? On dit souvent, ça paraît un cliché de dire on apprend plus dans la défaite que dans la victoire. Mais j'ai l'impression que pour toi, c'est un cliché qui est réel. Mais en fait, j'ai pas appris forcément. J'ai appris en fait dans la défaite, j'ai vu qu'en fait, mais j'étais très fatigué sérieusement. Dès la première minute, j'étais KO déjà parce que je suis tombé malade le jour du fight. J'avais un problème sur la cuisse gauche. En fait, si tu me mettais au tapis à 8 km/h, c'était impossible que je pouvais tenir. J'étais vraiment plein de blessures. Je savais pas ce que je faisais là-bas en fait sur le coup. Et Aldric, il avait raté son vol, il était pas là. Et en fait, je pense que la chose qui m'a le plus touché, c'était que Aldric soit pas là, il le sait. Ça m'avait énormément affecté parce qu'en fait j'étais hyper attaché à la relation avant. La force du groupe aussi avant. Voilà, c'était en fait, j'arrivais pas à faire la différence entre le combat, t'es seul, il pourrait y avoir plein de choses autour où le coach ne peut pas venir, tu peux être blessé, tu peux tomber malade, mais t'es quand même obligé de gagner. Et en fait, j'arrivais pas à comprendre tout ça. En fait, j'étais trop petit aussi. J'avais 21, 22 ans. Et je pensais être invincible à cette époque aussi. Je me disais que personne peut me battre, même si j'ai un bras. Donc, et j'ai appris plein de choses sur ce coin-là. Maintenant, je sais que même si tu m'envoies combattre tout seul contre n'importe qui, quand je serai au moment de la cage, de moi-même, je vais trouver le truc pour pouvoir le battre, le mec. Ça t'a blindé psychologiquement. Voilà, j'ai appris énormément. En fait, j'ai pris en maturité après ce... Mais ça m'a beaucoup touché, Aldric, il le sait. On en a discuté. On s'en veut, Aldric. Tu vois, t'as raté ton avion, donc c'est pas quelque chose que tu voulais, mais tu vois, tu t'en veux puis ça finit par une défaite, lui est touché, tu vois. Comment t'as réagi à ça? Tu sais, le métier d'entraîneur, surtout quand je pense que t'arrives dans une structure qui a déjà le budget et tu sens pas ça. Mais quand c'est tout toi qui construis, c'est plein de hauts, de bas, de déceptions, de temps passé. Des fois, tu perds du temps avec des gars qui sont pas forcément reconnaissants. Des fois, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? J'aurais dû donner mon temps à cette autre. Tu peux jamais savoir, tu vois, personne n'est devin. Ça, il y a que Dieu qui sait, et des fois, c'est compliqué. Tu te dis, mais en fait, j'ai fait un mauvais choix. Et oui, bien sûr. De toute façon, c'est une suite de choix. Malheureusement, essayons de faire en sorte que 80% des choix sont bons et que 20% soient mauvais. C'est déjà pas mal. Mais diriger une équipe, c'est une suite de choix. Et il y a personne qui a toujours les bons choix. Hein. Ça n'existe pas. On sait le MMA ce que c'est aujourd'hui en 2025, Baris. Gagner des combats, ça suffit pas. On en parlait tout à l'heure. Faire des highlights, c'est toujours mieux. Il y a aussi, Aldric en parlait tout à l'heure, un gros travail de réseaux sociaux, se faire connaître finalement. Faire ce qu'on sait faire dans la cage, mais se faire connaître aussi en dehors. Comment tu vis ça? Est-ce que toi, c'est quelque chose de très important pour toi, que tu sais que tu dois développer? Est-ce que tu essayes de travailler ces choses-là aussi en dehors de la cage? Comment tu appréhendes un peu cette partie-là du métier? Je pense être assez à l'aise devant la caméra, discuter, etc. Ça me dérange pas. Je reçois pas mal de compliments sur ça, donc je suis assez content. Et je confirme, bon client, très cool. Ouais. Donc même RMC me l'ont dit, donc j'étais super content. Donc le côté réseaux sociaux, je travaille avec une équipe, je le fais plus moi-même. Mes réseaux, c'est quelqu'un d'autre qui le gère et il me pose des vidéos, il gère les messages et j'ai une équipe qui gère aussi le sponsoring. Et en fait, ça se fait que depuis 10 mois à peu près. Et quand on voit mon évolution j'avais 1500 abonnés ou même pas, j'avais 700 abonnés quand j'ai commencé à travailler avec ces personnes. Et actuellement, j'ai dépassé les 20 000 aujourd'hui. Donc, je suis très fier et je vois que ça paye. Et j'ai toujours su qu'en fait, les performances, ça ne suffisait pas. Il fallait un travail sur les réseaux sociaux, sur son image. Par exemple, sur ce combat-là, j'ai appris par rapport à l'image, comme par exemple, la personne que je suis hors combat, il doit pas forcément se présenter tel quel le jour du fight, par exemple. Je peux pas me montrer comme ça. Il faut que les gens ils te voient comme un combattant et je peux pas être là à rigoler comme un ouf. Par exemple, sur ce combat, j'ai même dit des gros mots. Je sais pas ce qui m'a pris avec la foudre et tout. J'étais comme un ouf et j'ai même dit des gros mots après le fight quand j'ai gagné. Donc, mon coach, il me dit, c'est ton travail. C'est ton travail quand tu vas être dans la cage. Tu vas travailler. Ton but, c'est de gagner et c'est ton travail. Il me le répétait aussi juste avant d'entrer dans la cage.
Et maintenant, je comprends ce que ça veut dire. C'est ton travail. Tu dois rentrer dans un personnage qui est peut-être un peu différent et tu dois travailler. Donc, vous verrez que après la suite des combats que je ferai, ça sera un peu plus différent. Puis maintenant, tu as des beaux studios à Nice pour venir parler en interview si besoin. On sait, du côté de Ricordia et avec Jab Life. Avec plaisir. Quand tu vois ça quand même, coach, ça a bien changé. Hein. La nouvelle génération, ils sont conscients de tout ça. Mais lui, c'est pas vraiment la nouvelle génération. Il est depuis longtemps au club, même s'il n'était pas pro. Mais on se professionnalise. L'équipe se professionnalise. Il y a des gens autour. Lui, il a son propre staff en plus, tu vois. Mais on va y arriver. Toi, t'insistes parfois sur des points comme ça. Tu vois, tu leur dis, les gars, plus de travail sur les réseaux, plus de choses comme ça. Regarde, ça va jusque-là, ton là, coaching. Aujourd'hui, il a encore une marge de progression. Parce que si on arrive à le dégager des cours qu'il donne, c'est du temps où on peut travailler en plus en place. Donc, c'est l'entraîneur qui parle là. C'est pas moi, à la limite, les réseaux sociaux, ils en ont besoin pour vivre. Mais c'est surtout que là, il donne encore des cours. Et le but, c'est qu'il arrête. Tu vois, en fait, il y a une hiérarchie. Axel Virgile donne plus de cours. Maintenant, j'aimerais que ce soit lui qui passe à 0 cours. Pour qu'il passe à 0 cours, parce qu'il a une famille à nourrir, une petite fille qui va arriver, si je dis pas de bêtises, va arriver dans pas longtemps. Ben, il faut que ça comble. Donc, qu'est-ce qui va combler c'est les sponsors. Donc, c'est évident que c'est un axe de travail hyper important, mais pas que pour la hype, on s'en fout de la hype. Ouais, je suis d'accord. C'est la gamelle. Pour qu'il puisse plus donner de cours et qu'on puisse faire un entraînement de plus tous les jours, l'après-midi, le fin de journée, ben, il faut qu'il y ait un sponsor qui vienne combler le manque à gagner. Mais c'est souvent un truc que certains vont mal prendre en pensant que c'est que de la hype et que c'est que non, c'est aussi une partie du vital. travail. Oui, c'est une partie du boulot. Moi j'ai lutté pour les enlever de la discothèque et de la boîte de nuit. Tu vois, parce que c'était le premier cap. C'était comme ça. À mon époque, c'était comme ça. Les mecs qui donnaient les cours avec moi, ils travaillaient la nuit avec moi et on pouvait pas faire autrement. C'est même moi qui les ai amenés là-dedans. Pourtant, t'aimes bien les videurs de boîte de nuit. Mais moi, j'en suis un à la base. Je sais en plus. Donc, je tu vois, sais il y pas. avait aucune animosité dans mon petit missile de la semaine dernière, mais il fallait les enlever de ça. C'est-à-dire que eux, ils doivent dormir, ils doivent se reposer, ils doivent pas prendre de coups. Tu dois pas te casser la main à ton travail, tu dois te casser la main à l'entraînement si le cas est chiant. Donc la première étape et la bataille, on l'a gagnée, c'est ça. Donc c'était qu'ils donnent des cours, qu'ils soient des coachs diplômés et qui donnent des cours. Après, la deuxième, c'est qu'ils soient plus coachs, c'est qu'ils soient que athlètes à 100%, que leur travail ce soit manger, dormir, s'entraîner. Et pour Baris, on n'est pas très loin, je pense. J'espère que dans les mois à venir, il va me dire je donne plus de cours et qu'on pourra encore ajouter un entraînement à l'heure où normalement il est avec ses élèves. Parce que tu apprends avec tes élèves, mais pas pareil. Ah, je suis bien d'accord. C'est très dur. Si je peux rajouter un mot par rapport aux personnes qui combattent et qui donnent des cours. Par exemple, moi, je donne des cours à 20h. Donc, en général, je fais mon entraînement du matin, l'entraînement l'après-midi. Et au moment, en fait, je dois redescendre et en fait, je dois relancer la machine et donner un cours, réfléchir à des techniques, surveiller des élèves, voir leur marge de progression, etc. C'est cool d'un côté, mais d'un autre côté, c'est très épuisant. Je dois faire je dois voyager aussi, je dois aller à Milan, conduire, revenir pour eux. Donc, je l'ai déjà fait en pleine jet. Donc, je sais que c'est très compliqué. Ouais, le jour où, en fait, j'arrêterai déjà de travailler, je serai déjà beaucoup plus fort, ça, c'est sûr. C'est marrant parce que tu vois ce que tu racontes là, c'est toute la partie aussi récup qui en fait est très le importante sommeil, au plus haut niveau, nourriture, mais c'est bien ça. sûr. Et c'est à ces heures-là que tu l'as fait, tu vois, quand tu as fini tes 2 entraînements du jour. Si toi, tu dois repartir au charbon avec des élèves, forcément, tu as un manque par rapport à d'autres qui font ça à 100%, c'est évident. La suite, Baris, on va conclure là-dessus. C'était ton 3e combat avec Hexagone, si je dis pas de bêtises, la 2e pour la ceinture, tu l'avais remporté au combat d'avant. Il te reste des combats dans le contrat avec Hexagone? Non, fini. C'est quoi ton envie? Je sais que je t'ai vu il y a quelques mois dire mon objectif c'est avant la fin de l'année 2025, j'aimerais bien que l'UFC sonne à la porte. C'est un objectif, tu n'as pas dit c'est obligé que ce soit ça, mais voilà, c'est ce que tu vises. Comment tu te situes là après cette défense de titre à Hexagone? Qu'est-ce que tu as envie de faire pour tes prochains combats? Alors j'ai parlé avec Guillaume, il m'a dit, mon manager, il m'a dit d'attendre. Guillaume Pelletier, il m'a dit d'attendre. Il m'a dit pour l'instant, laisse-toi 10 jours, reprends l'entraînement dans 10 jours, sois prêt en septembre. Donc ça pourrait peut-être, je sais pas, il m'appelle en dernier moment peut-être pour l'UFC s'il vient en septembre, ou les Contenders en octobre, ça sera pas en août, ça sera sûrement en octobre. En fait, il m'a dit d'attendre et en fait, c'est ce qui est le plus dur, c'est d'attendre du coup sans nouvelles. Il m'a dit dans tous les cas, si c'est pas l'UFC en septembre, octobre, ou les Contenders en octobre plutôt, mais soit tu défendras ta ceinture à l'Hexagone, s'ils alignent les chiffres, parce que c'est vrai que j'ai pas pris beaucoup durant ces 3 combats, c'est ce qui était aussi très dur. En fait, mentalement, c'était dur de se lancer dans des fights de ceinture, des défenses de titre où tu gagnes pas d'argent en fait presque. Donc là, j'aimerais commencer à gagner les. Si tu reviens à Hexagone, tu veux plus cher. Et ouais, bien sûr, ouais. Mais je pense que je suis vendeur, je suis spectaculaire.
les gens ils m'aiment bien, je mets des KO, je fais des highlights à chaque fois pour Hexagone, donc il n'y a pas de quoi à ce qu'ils me payent pas, tout simplement. Non, je suis assez d'accord et je pense que c'était aussi cool de te recevoir aujourd'hui parce que je pense que t'es une histoire qu'il faut raconter parce que t'es un personnage qui peut vraiment exister dans ce MMA français pour le coup. Aldric, comment tu te situes par rapport à ça là? Est-ce qu'il a une vraie chance d'aller à l'UFC dans les mois à venir? On rappelle, les 61, c'est une caté où on n'a plus de Français. Taylor Lapillus a été remercié par l'UFC, donc il est passé au PFL et on n'a plus, à l'heure actuelle, dans le roster de l'UFC, de Français en moins de 61. Moi, si je dis à un gars qu'il peut arrêter de travailler et qu'il faut s'entraîner, c'est que j'y crois. Donc, pour Baris, j'ai que la casquette de coach et elle est largement suffisante. Et je pense que, évidemment, mais les étapes sont en train d'être faites. C'est-à-dire que on a dit qu'on en reparlait en deuxième partie, mais on peut déjà mettre une amorce. C'est quoi construire une carrière? C'est avoir un record très intéressant, c'est le cas du sien. C'est gravir les étapes Fight Matrix et de classement. Ben, c'est le cas. C'était quoi? Tu as de 68, de 70, là, c'est ça? Ouais, 238, j'ai vérifié ce matin. On est en train d'arriver. On est en train d'arriver petit à petit à ce fameux top 200. Donc, c'est bien. Ça continue pour l'activité qu'il a. C'est très bien. Il y a du chaos à côté. Donc, effectivement, c'est vendeur par l'UFC. Lui, en plus, il a un petit handicap, c'est les papiers, mais malgré tout, c'est un truc qui est en train d'être travaillé. Donc, parce que ça aussi, c'est important pour avoir les visas, pour avoir. Et Barry, c'est pas le premier cas dans le MMA français comme ça. C'est ça. Mais ça va. J'ai envie de te dire, aujourd'hui, géographiquement, il y a pire que Baris. Parce que c'est compliqué. T'as des régions où tu vis où c'est carrément non. Oui. Là, c'est pas non pour Baris. C'est juste que ça demande. Peut-être qu'il faudra parler à la mairie pour avoir un statut de sportif de haut niveau pour aider, mais c'est largement envisageable et moi, je vois aucune contrainte là-dessus. Et bien évidemment, le niveau, il l'a. Sinon, moi, je te dis, j'ai un devoir d'honnêteté avec ces gars. C'est-à-dire que j'ai 12 athlètes au Boxing Squad. Il n'y a pas les 12 qui vont aller à l'UFC. Il faut être honnête et ils le savent. On en a déjà discuté. Mais par contre, il y en a une partie auquel je crois et Baris en fait partie. Ouais, et puis dans une KT, on en a déjà parlé, les bantams, c'est hyper dense, il y a beaucoup de talent, mais il y a des choses à faire quand tu as c'est une KT où tu peux progresser à l'UFC. Oui. C'est-à-dire que tu vois, pour moi, une KT où il y a au moins 70 personnes, c'est le cas des bantams, tu peux progresser. Dans des KT comme middleweight, tu vois, sur Virgile, je suis moins pressé parce qu'il y a 40 mecs sous contrat, peut-être 46. Si tu tapes une ou deux victoires, t'es vite au port du top. Très vite. Ouais. Là, et donc, il faut une maturité. Ou Marcy en moins de 93, qui ont 2 combats et tu vois, regarde, là, il va se battre, il prend un top 15 alors que c'est son 3e combat au UFC, tu vois. Donc, sur des KT comme 61, 66, 70, tu peux progresser avec l'organisation. Et Baris peut le faire, donc ouais, je suis totalement favorable à ça. Le rêve ultime, c'est comme tout le monde? C'est la ceinture UFC? Ouais, bien sûr, depuis le jour 1. Mais je pense qu'en fait, l'UFC, ça va me faire énormément grandir. Le jour où on me dira, bah, t'as ton contrat, t'as signé, à ce moment-là, déjà mentalement, je vais déjà prendre encore plus en maturité. Je deviendrai plus fort le jour où on me l'annoncera, alors que je serai même pas à l'entraînement. Parce que tu vas vouloir t'égaliser avec ces mecs-là. Donc, si on t'annonce que bah, t'es à l'UFC, c'est que tu vas pouvoir les égaliser. Donc, je pense que je passerai de suite un cap à l'entraînement et en combat, bien sûr. C'est marrant ce que tu dis, Baris. Il y a presque cette notion de responsabilité. Exact. Je suis dans la grande ligue, faut que je sois au niveau de la. C'est dans le 1% des 1%. Ouais, donc au niveau de l'opportunité qu'on m'offre en fait. Faut que je mette tout de mon côté aussi là-dessus. Par rapport à cette construction de carrière, c'est bien parce que ça nous fera la transition avec la partie d'après, Aldric, et pour finir avec Baris. Là, quand je vois samedi, le Brésilien, il était surnommé Pequeño. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a combattu en 115. C'est quelqu'un qui a commencé sa carrière en 115. Donc, c'est une catégorie qui n'est même pas à l'UFC. On est en dessous des flyweight, on est en moins de 52 kilos. 52 kilos, ouais. Il était 1007e Fight Matrix quand tu l'affrontes. Tu l'as détruit comme à peu près, je pense, tous ici, on supposait avant ce combat-là. Ça apporte vraiment des choses, des combats comme ça, à ce moment de sa carrière, à Baris, Aldric. J'y vais le pied dans le plat. T'as raison. Il y a 800 places d'écart Fight Matrix. Je commence et Baris, si tu veux donner un complément, tu le donneras. Déjà, première des choses, il faut redescendre un peu en France. Là, je défends le matchmaker, tu vois, parce que je le pense sincèrement. C'est hyper compliqué de faire des chocs franco-français. Il y a beaucoup qui se protègent. Je sais que Baris, il refuse pas et on n'a jamais refusé personne, mais je pense qu'aujourd'hui, alors regarde, je te donne un exemple. Demain matin, tu me parles de faire Baïsangour, Kevin Jousset, je t'ai dit non. Parce que, pourquoi, en fait? Aller chercher à stopper un mec qui est déjà à l'élite française comme Baki. Mais par contre, le 3e contre le 4e français, ça devrait être fait déjà. Pourquoi aller protéger des mecs qui sont là? Le 2e contre le 3e, ça devrait être fait. Que tu laisses le premier parce qu'il a une autoroute pour aller à l'UFC, ça c'est très bien, je le comprends. Mais là, on s'évite. Les gens, c'est compliqué de faire des match-up. Aujourd'hui, les gens, ils veulent tous construire une carrière. Les gars, il n'y a pas tout le monde qui va à l'UFC. Donc je pense qu'il y a un petit problème là-dessus en France. Si tout le monde construit une carrière, plus personne ne peut vraiment la construire. Mais construire une carrière, c'est accéder au top 200. Donc forcément, tu vas rater.
Tu vois, si construire une carrière, c'est arriver à 10-0 pour prendre 10 pingouins, ça marche, mais ça marche pas en fait. Mais tu vois, c'est pas pour critiquer le matchmaking, parce que tu le disais là, en plus, ils font avec ce qu'ils ont pour le coup, pour des défenses d'élite. On l'a déjà dit, Arès, Hexagone, souvent, on va te chercher des Brésiliens parce qu'il n'y a pas cette opposition franco-française possible. Mais tu te dis qu'on perd du temps. Tu dis que c'est un combat où on perd un peu de temps. Quoi qu'il arrive, il a fait un camp. Il a combattu devant 6000 personnes. Pour moi, effectivement, il est 1000 Fight Matrix, mais c'est un faux 1000. Il était plus fort que ça quand même, tu vois. Oui, voilà, je donnais des faits. Oui, non, mais purs. toi, de toute façon, le management, ça se fait comme du droit. Faut donner des faits. Et les faits, tu les dis. Mais non, ce mec était pas mauvais. Il a combattu en main event. Il a combattu devant beaucoup de monde. Donc, quoi qu'il arrive, c'est jamais négatif de faire un camp et de faire ça. Maintenant, c'est vrai que si c'est pas le Dana White, donc la saison, c'est de août à octobre, ou si c'est pas l'UFC, effectivement, peut-être voir pour qu'il puisse prendre les rênes derrière Taylor en France, tu vois. Moi, je pense que c'est ce qu'il mérite. Je pense que c'est son niveau et ça va le légitimiser. Mais il faut ouvrir le jeu là-dessus. Il y a plus que 2 organes en plus. Aujourd'hui, majeurs. Il y a l'Hexagone et il y a l'Ares. Aujourd'hui, il faut arrêter de se cacher et il faut prendre les fights, je pense. Baris, sur ça, comment tu te situes? Moi, je suis totalement d'accord avec vous. Moi, en fait, on m'avait envoyé 2 profils. J'en avais parlé avec Aldric, je sais pas s'il s'en rappelle. Il s'appelait Danilo, je sais plus comment il s'appelle. Il était 123 mondes. Et j'ai dit de suite oui, je voulais affronter ce mec-là. J'en ai même parlé avec, par exemple, Abou. Abou, il m'avait envoyé un message. Il dit, ouais, je vais affronter un mec qui est dans le top 100 monde, une dinguerie et tout. Il m'a dit, ah ouais, fais-le de suite, genre, ça va te faire monter en classement. Et je dis, ah ouais, direct et tout. Et finalement, en fait, quand j'ai reçu le contrat, j'ai vu ce mec-là sur le nom. Je me suis dit, c'est qui lui? J'ai envoyé un message, je dis, mais c'est qui lui? Il me dit, écoute, tu vas l'affronter, c'est tout, c'est comme ça. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, ben, tu dois l'affronter, tu dois le battre, tu dois le mettre KO premier, et basta. Après, c'est moi qui fais mon travail. Donc, en tant que combattant, moi, tu fais ton taf, toi. En fait, moi, je demande juste à ce qu'on m'envoie le contrat avec le nom et je signe. On choisit jamais Aldric ici depuis toujours. J'ai jamais choisi un adversaire. J'ai toujours voulu prendre des mecs beaucoup plus forts parce que j'ai envie de progresser, quitte à perdre. Ça me dérange pas de perdre. J'ai déjà perdu une fois. Et je me rappelle d'une discussion avec Aldric au Boxing Squad où il me disait le fait que tu as perdu ton 0, c'est un soulagement. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, c'est un vrai soulagement d'avoir perdu mon 0, où je me dis que en fait, je sais ce que c'est de perdre, je sais ce que c'est de gagner. Et donc maintenant, si je le repère, et en fait, il y a plus rien, il y a pas grand chose à perdre. Maintenant, j'ai perdu le 0. Maintenant, voilà, je peux être beaucoup plus soulagé que ces personnes qui sont invaincues. Je sais que Axel et Virgile, ils ont quand même une pression en plus avec ce 0. Donc, je me rappelle d'en avoir parlé avec Al. Pour info, c'était Danilo Andreani qui a perdu contre le frère de Jourdain au Samouraï. Peut-être que je peux l'affronter, ce mec. Et on avait accepté. Tu vois, on avait accepté sans aucun problème. Donc, c'est pas nous, c'est pas Baris, c'est qu'aujourd'hui, les matchmakers, ils ont la tâche difficile. Ils ont la tâche difficile parce qu'il y a trop de mecs qui pensent qu'en arrivant avec un record vierge, je suis signé à l'UFC. Mais c'est pas le cas, les gars. Regardez les faits. Faut prendre les classements Fight Matrix pour signer à l'UFC. Ça, c'est indéniable. C'est quelque chose dont on reparlera dans beaucoup de nos émissions. Mais ça, c'est un des mythes à détruire, le mythe du 0. Tout le monde n'est pas Floyd, tout le monde n'est pas Rabib. C'est que des exceptions. C'est pas la règle, ces mecs-là. C'est les exceptions, ces mecs-là. Baris, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avant de conclure avec toi et de passer à la deuxième partie de l'émission avec Aldric? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur cette fin d'année 2025? J'ai l'impression que ces 3 lettres, ça commence par U, ça finit par C. Je l'espère en tout cas, si j'arrive à intégrer l'UFC, c'est le but ultime. Après voilà, je vous mens pas, j'ai 26 ans, je suis encore trop jeune, enfin très jeune. Je pense avoir le potentiel d'être à l'UFC, de gagner des combats là-bas. Sinon, je voudrais jamais aller. Moi, je suis un très mauvais perdant, vraiment un gros mauvais perdant. Et donc si je pense aller à l'UFC, c'est parce que je pense gagner là-bas et gravir les échelons comme il dit Aldric. Donc si je suis pas à l'UFC cette année, je le serai l'année prochaine. T'en penses quoi de ta KT à l'UFC des moins de 61? Je kiffe. Il y a 2-3 mecs que j'ai déjà repérés qui frappent super fort et tout, et donc j'aimerais grave les affronter. Il y a un fight, il y a un nom que t'aimerais affronter. On rappelle, dans cette KT, il y aura Merab O'Malley 2, ce sera l'UFC 316 début juin. On en parlera bien sûr dans Aldric et Nerby la semaine prochaine. Il y a des mecs super forts. Il y a Bernardo Sopai déjà qui est monstrueux, qui avait affronté Vinicius Oliveira, je crois. Et c'était le plus beau combat que j'ai vu, l'un des plus beaux combats en 61. Et quand je les ai vus combattre, j'ai dit, mais putain, je pourrais combattre contre ces mecs-là aussi et frapper comme eux, qu'on m'y frappait fort et tout. J'ai dit, je pourrais être là aussi à échanger et faire des fight of the night contre ces gens-là. Donc, ça m'avait donné vraiment un gros coup de boost. Et en même temps, je me disais, putain, quand même, ils sont forts. Donc, je vais devoir aller m'entraîner 2 fois plus si demain, je dois affronter ces mecs-là. Donc, je suis entre le côté où je me dis, ouais, j'ai trop envie de les affronter. En même temps, je me dis, ouais, il faut que je m'entraîne très dur pour pouvoir les affronter. Tu parlais, j'y pense tout à l'heure, tu parlais d'Abou Younousov. Abou, ouais. Ça te plairait, un combat contre Younousov? En fait, je vous mens pas, on s'est mis d'accord avec lui. On s'est dit, si on doit s'affronter un jour, ça sera
quand on sera à l'UFC, Tout là-haut, quand on sera tout là ou là, se casser notre carrière, on va dire. Si je le bats, je le mets KO, bah, ça va lui mettre un gros coup dans sa carrière. Si lui, bah, il me bat, il me finalise, ou je sais pas ce qu'il peut me faire, bah, ça peut me mettre un gros coup dans ma carrière aussi. Donc, se tirer une balle maintenant, est-ce que c'est vraiment intelligent? Je pense pas. C'est ce qu'expliquait Aldric juste avant, c'est ça. Ça dépend des situations. Ça dépend des situations. Dans une situation comme ça, ce serait compliqué. Ces deux-là, non, mais pourquoi pas aller chercher le 3e ou le 4e, tu vois. Oui, j'avais vu, il y a des bons mecs qui sont 3e, 4e, il y a Mokhtar, l'autre c'était Pico, non? C'est ça, Pico. Pico et Mokhtar devant toi. Pourquoi pas, si c'est pas l'UFC, pourquoi pas aller chercher ces mecs-là? Ça légitimera Barry, et ça fera des très bons combats. Mais deux jeunes qui peuvent y aller tous les deux à l'UFC, je suis d'accord, faut pas les affronter. Et là, la dernière question, elle est au coach. Derrière, je pense qu'on est assez d'accord, Aldric, de dire que Taylor Lapillus est le meilleur bantamweight français aujourd'hui. Ouais. Derrière, pour toi, c'est Baris, à tes yeux? Allez, Abou, il va pas être content, mais ouais. Mais c'est normal, t'es son coach aussi, hein, c'est normal. Ouais, c'est Baris. Ok. Merci beaucoup, Baris. C'est un plaisir de t'avoir reçu dans nos studios de Jab Life. Et c'est la première, mais pas la dernière. Les studios, ils te sont ouverts. Et quand tu veux pour venir parler de combat avec nous et parler de la suite pour toi, mais d'autres choses aussi, ce sera toujours ouvert. Merci beaucoup, Baris. Et nous, on se retrouve pour la deuxième moitié d'Aldric Enerby. Aldric, on est de retour pour la deuxième moitié de Aldric Enerby. C'était très cool d'avoir Baris. Première fois que je le faisais en interview, mais j'espère que ce sera pas la dernière parce que il a des choses à dire. Il a de la foot dans les poings et c'est un profil à suivre pour tout le monde, je pense, Baris, pour les mois et les années à venir. On reste sur l'Hexagone. C'était une carte intéressante à Bordeaux. Donc, il y avait Baris pour ce main event pour cette ceinture des moins de 61 kilos. On va aussi faire un peu focus sur d'autres combats et notamment il y avait les grands débuts de Paul Denis, Paul Denis Navarro qui est très attendu puisqu'il est très connu sur les réseaux sociaux, il a développé une immense communauté, et souvent on en parlait dans la première partie avec Baris, c'est aujourd'hui une des parties du job, lui il l'a fait. Comment tu juges ces débuts? C'était des débuts qui avaient été reportés contre le Marocain Samir Talbous finalement, donc ça s'est fait là à Bordeaux alors que ça devait être le mois précédent. Comment t'as jugé cette performance? C'est jamais facile de juger des débuts pro. L'opposition est ce qu'elle est. Il y a toujours cette pression de ce premier combat pro. Comment t'as jugé Paul Denis pour cette première? Je suis très critique, moi, quand je parle de Paul Denis habituellement, mais c'est vraiment le hasard. Et là, je vais être vraiment très positif. J'ai bien aimé. Je trouve qu'il y a vraiment une évolution, notamment sur la boxe anglaise. Petite dédicace à Labadila, parce que je sais qu'il travaille avec lui. Je trouve que si tu mixes sa dernière prestation amateur contre Landouzi et cette prestation-là où je mettrais plus en avant le striking, la patience et le footwork, je pense qu'il y a vraiment une évolution très nette par rapport à ce qu'il avait montré aux IMAF. Même physiquement, tu vois, parce que dans le combat contre Alan Landouzi, il y avait quand même une vraie baisse dans le troisième round. Là, on était sur du 3x5, alors il n'a pas été au bout, hein, il termine au deuxième round, mais je trouvais qu'il montrait qu'il avait la caisse. Enfin, tu vois, en tout cas, il avait progressé sur ce plan-là. Ouais, vraiment, moi je suis très positif. Après, tu peux quand même t'interroger sur 2-3 liaisons de boussole où il est un peu loin à mon avis. Mais non, globalement... Quelques failles défensives, pour être honnête, moi que j'ai vu aussi. Mais que normal, hein, t'es au début de carrière pro, donc ça va se corriger. C'est des débuts pro, c'est pas facile. Il y avait une très grosse ambiance, il y avait plus de 6000 personnes. C'est jamais facile la transition, surtout quand tu as un gros palmarès amateur. Je parle même pas de hype là, je parle de palmarès amateur, tu es très attendu parce qu'il a été quand même titré, il a été médaillé aux IMAF. Et non, globalement, c'est très positif pour moi. Comment ça nous permet d'ouvrir ce débat qu'on voulait ouvrir aussi, dont on a déjà un peu parlé avec Baris, c'est comment on construit ses carrières. C'est compliqué, un Paul Denis, parce que tu l'as dit, il y a des références en IMAF, enfin il vient pas de nulle part, c'est un bon combattant Paul, mais il y a aussi cette hype qui est immense, il fait partie aujourd'hui du top 10 des mecs les plus suivis dans le MMA, et donc tous les Français de l'UFC compris, tu vois, il est devant des mecs qui sont à l'UFC aujourd'hui. Comment on gère cette course? Parce qu'on a envie de l'accélérer en fait, tu vois. Enfin, en tout cas, là, je te parle du grand public. Le grand public a tout de suite envie de voir du Paul sur du haut niveau. Mais c'est pas ce qu'il faut faire. Comment on gère? Tu vois, si toi, t'étais dans la place du manager, du coach, c'est pas facile à gérer ça. Bon, déjà, il est très bien entouré parce que Johnny Frachet, c'est un nom. Je trouve qu'on n'entend pas assez d'ailleurs ce nom par rapport au passé de Johnny, au fait que c'est un des rares Français qui a appris le MMA à l'étranger. Ça, je le mets souvent en avant. Donc, Johnny, c'est un mec qui est parti au Brésil, aux États-Unis. On était à la même époque aux États-Unis, même si on n'était pas ensemble. Et il faut le souligner, c'est un très grand coach. Donc déjà, il va être capable, lui, de valider ou pas les match-ups. Après, faut pas être... La hype n'a rien à voir avec le niveau. Aujourd'hui, comme on a fait une petite amorce avec Baris en début d'émission, l'objectif, c'est d'arriver avec un record propre dans le top 100, enfin, top 200 première étape, top 100 deuxième étape pour aller à l'UFC. C'est ça. Après, il y a toujours des exceptions. Tu as des mecs qui ont signé l'Italien qui avait pris Morgan Charrière.
je crois qu'il était 260 ou 375, mais c'était un short notice. Je veux dire, ça, il faut laisser de côté les exceptions. Comme Prepolec à Montréal contre BSD. Comme Prepolec qui était 200, presque 300e et qui avait 2 défaites sur ses 4 derniers. Je veux dire, les exceptions sont faites pour conforter la règle. Et la règle, c'est d'arriver dans le top 100 mondial avec un bon record, des définitions, si possible, en stand-up. Et là, tu es ce qu'on appelle l'UFC lisable. Et voilà, aujourd'hui, ça se fait autour d'une dizaine de combats. Il y a 15 ans ou 10 ans en arrière, ça se faisait au bout de 20 combats, tu vois. C'est rigolo de voir ça. Il y a 10-15 ans, tu voyais des mecs qui avaient plus de 30 combats pro qui signaient à l'UFC, qui étaient stars déjà dans des grosses orgas. Aujourd'hui, c'est pas le cas. À 10 combats, 8, 9, 10 combats, tu es éligible. Donc, justement, il faut prendre son temps. Ah, mais quand je te disais, c'est un cas particulier, quelqu'un comme Paul. Moi, j'avais envie de te dire, quand je préparais l'émission, je me disais, j'ai l'impression, mais c'est un feeling, tu me diras ce que toi t'en penses, que par exemple, si Paul Denat prend une défaite assez vite dans sa carrière pro, ça peut être positif pour lui. Parce que tu t'enlèves, tu vois, avec la pression que lui, il a, avec cette hype-là, plus il va rester invaincu longtemps, plus on va l'attendre sur, tu vois, à quel moment il va être battu la première. Tu vois, c'est un feeling que j'ai. Je me dis, si ce gars-là perd dans ses 2-3 premiers combats, peut-être que ça va lui enlever un peu un poids des épaules. Après, ce fameux zéro... C'est peut-être une bêtise. Non, t'as raison, mais ce fameux zéro, j'ai envie de te dire c'est valable pour tout le monde. Il est pesant parce que, en plus de perdre, t'as toujours ce truc d'être invaincu, tu vois, et ça rajoute une pression supplémentaire. Bonical vient de perdre son invincibilité, il y a quelques semaines, mais ça rajoute une petite pression. Mais après, je pense qu'au niveau de la pression médiatique, il a l'habitude. Je veux dire, toute sa carrière amateur, toute la fin de sa carrière amateur, il était déjà très boosté sur les réseaux. Et je pense que là-dessus, je pense qu'il a dû en faire son affaire. Ouais, qu'il saura gérer ça parce qu'il a justement cette approche un peu plus tranquille. Plus généralement, une construction de carrière, parce qu'on en parle, tu vois, avec un Baris, avec un Paul Denat, elle est différente selon chaque personnalité, selon chaque profil, tu vois. Depuis tout à l'heure, en fait, tout ce qu'on se dit, c'est qu'il n'y a pas de règle dans tout ça. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. La maturité, on l'a beaucoup retardé. T'imagines, tu regardes les premières émissions de préparation physique ou même liées au football, il y a 20 ans, on te disait qu'à 30 ans, tu étais rincé. Alors qu'aujourd'hui, la plupart des champions ont 35 ans à l'UFC. Donc, tu as un gap physique qui est indéniable, tu as un gap technico-tactique, et je pense qu'il ne faut vraiment pas être pressé. Je veux dire, si tu signes à l'UFC à 28 ans, c'est très bien. Je veux dire, c'est le vrai âge. Je pense que effectivement, des signatures à 35 ans comme Prepolec, même si c'était une deuxième signature, c'est très rare. Mais je pense qu'aujourd'hui, le bon âge, c'est entre 27 et 28 ans, de façon à ce que tu puisses avancer sans se précipiter dans l'organisation et que tu puisses prétendre à une ceinture à 32-33 ans. Parce que tu as raison, c'est rare plus haut, c'est rare plus bas aussi maintenant. Bien sûr. Les mecs qui ont 20-21 ans qui signaient quand nous, on commence à regarder l'UFC il y a 20 piges. Ça n'existe plus. J'ai l'impression, moi, qu'on ne revivra plus de John Jones. En termes de précocité, tu vois. Peut-être en poids lourd, parce qu'on sait qu'il y a moins de monde. Peut-être. Tu vois. Ou à 93. Ouais, t'as un phénomène qui arrive, qui sort de l'université US, qui a 20 ans, ouais, pourquoi pas. Mais dans des catégories denses et très élevées techniquement, je pense que tu as raison. Ce qu'a fait Holloway, ce qu'a fait même Charles, parce que Charles, il a signé très jeune à l'UFC aujourd'hui. C'est un vétéran de l'orga, on en parle comme un vieillard, mais il est très jeune encore, Charles Oliveira. Non, je pense qu'on le verra plus parce que le niveau a vraiment augmenté en plus. Ouais. Et t'as beaucoup plus de mal aujourd'hui à avoir cette maturité jeune qui te permet d'affronter les monstres qu'il y a aujourd'hui. À part vraiment dans ce nouveau MMA, parce que tu sais qu'aujourd'hui, les compétitions IMAF à 10 ans, ils sont déjà en compétition. Ouais. Donc peut-être qu'on aura un prototype qui arrive avec 15 ans de MMA, qui a commencé à 5 ans et qui arrivera à une maturité à 22-23 ans. Mais ça va mettre du temps. Je pense que ça va mettre du temps. Aldric, le jour où on verra ça, c'est qu'on se dira, ouais, le MMA, il a changé, pour reprendre une phrase de Kylian. Il a changé, là, si on voit ça. Mais ça peut arriver avec les monstres qui sont en train de se préparer, en effet, ça peut carrément arriver. Finir sur Paul. Moi, j'ai l'impression, parce qu'on va ouvrir sur ce qui nous a marqué du reste de cette carte d'Hexagone MMA, qui était un peu le gros point pour le MMA français ce week-end. C'était un week-end quand même assez pauvre sur la scène MMA, même internationale. J'ai l'impression qu'il est dans la bonne orga pour construire sa carrière, lui. Tu vois, c'est une orga qui a pris beaucoup de prospects. Il y a les Samba Sima, il y a Théo Ulrich, il y en a plein d'autres à citer chez Hexagone. Et que j'ai l'impression que c'est une orga où tu peux grandir. Qui est faite pour que tu grandisses, finalement. Ils ont un peu le... Tu sais, j'ai entendu beaucoup dire, oui, il n'y avait pas Fight Matrix, les classements, l'adversaire de Baris. J'écoute et j'entends on en a parlé avec Baris, des critiques. Mais je pense que l'Hexagone, aujourd'hui, a les défauts de ses qualités. C'est-à-dire ils racontent une histoire. Ils ont signé beaucoup de prospects. Des Bafo de Gassama, des Samba, comme tu l'as dit, des Théo. Et du coup, tu as des mecs qui doivent grandir dans leur gars, qui vont faire leur début pro, qui ont moins de 3 combats pro pour la majorité.
Donc, on doit être patient. On doit les laisser grandir, on doit les laisser s'habituer parce que sinon, si tu les prends pour tout de suite les mettre devant des gros tests et gâcher leur carrière, entre guillemets, faut pas les prendre. Donc là, ils ont fait ce choix qui est très intéressant, qui les positionne très bien dans l'avenir. Et effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant encore quelques cartes, eh ben, on va avoir des mecs qui seront pas classés Fight Matrix et des mecs où il y aura pas d'enjeu de signature à l'UFC. Mais à côté de ça, on va voir ces mecs qui ont des gros palmarès IMAF, qui ont été médaillés d'argent, de bronze, d'or pour Samba, démarrer en pro et l'aventure est super intéressante. En fait, j'ai l'impression que je vois ce que tu veux dire, c'est il faut le prendre pour ce qu'il est, pour ce qu'ils sont Hexagone MMA. C'est-à-dire que si tu t'attends aux plus belles oppositions que tu peux avoir, ce sera pas forcément toujours le cas, puisqu'il y a de la construction de carrière. Par contre, si tu te prends au jeu de te dire, bon, bah, avec cet orga-là, je vais suivre ces mecs-là, et je vais suivre leur histoire, depuis les premiers pas jusqu'à le sommet d'Hexagone, et puis plus loin, en fait, sur les orgas derrière, en espérant l'UFC pour les meilleurs, eh ben, en fait, je trouve que c'est la bonne, tu vois, la bonne approche pour Hexagone. Tu suis, c'est un feuilleton de tes espoirs du MMA français. Et qui arrivera en haut de la pyramide, en fait. C'est ça. C'est un documentaire, mais à taille réelle, en fait. Télé-réalité de combat en concret. On suit ces mecs, on les voit grandir, on les voit prendre le micro, on les voit faire leur première victoire pro après les avoir suivis en amateur. Derrière, t'as le première télé avec RMC qui te fait en interview et tout. Ouais, tu vois, t'as tout le package un peu pour grandir. C'est ça. C'est un genre de The Ultimate Fighter, mais à échelle réelle. Et devant 6500 personnes, comme c'était le cas à Bordeaux, et même 7000, nous disait Barry, il y a eu même plus de gens que de billets disponibles dans la salle. Qu'est-ce que t'as noté d'autre d'intéressant dans cet hexagone? Moi, le premier nom qui me ressort, c'est Bafoué Gassama. Ouais, impressionnant. Deuxième combat pro, on parlait de foudre dans les points avec Barry, s'il y en a un autre qu'en a un, là, clairement. Ouais, il frappe vraiment fort. Ouais. En fait, c'est la vitesse. La frappe à cette catégorie de poids, c'est pas... Oui, tu fais mal de toute façon. Tu vois, ça fait mal, on le sait. Mais je trouve qu'il va vraiment vite pour un 93. Moi, je l'ai trouvé impressionnant. Ouais. J'ai envie de voir plus là. Tu vois, je me pique au jeu. Oui, il n'y avait pas un mec classé en face, mais ça avait l'air solide quand même, notamment sur la préhension, ce qu'il avait en face de lui. Et j'ai envie de voir la suite parce que ouais, ça frappe fort. Quoi. Ça frappe fort, ça va vite. Non, mais c'est ça, c'est un peu ce qu'on se disait là. T'as envie de on a passé cette étape-là, maintenant on veut voir contre meilleur. Et puis hop, étape par étape, par étape, par étape. Et c'est là après ensuite à Hexagone de construire des cartes pour essayer de proposer une opposition qui est de plus en plus forte face à lui pour mais il y a eu des bonnes guerres quand même là. Il y a eu des. Le Spira Polydor. Ouais, il était pas. Ils ont envoyé. Hein. Je pense que l'après-combat a dû être difficile pour les deux. Hein. C'était très intense. Ils se sont pris beaucoup de coups. Il y a eu du sang partout à la fin du combat. Pareil pour Owen Jason. Il fait 3 rounds. Pareil, tu vois. C'est pas encore le très haut niveau, mais on voit ces jeunes grandir. Et non, c'était assez disputé dans l'ensemble. C'était assez disputé. Owen Jason, t'as pensé quoi? Pareil, qui grandit un peu dans en leur fait, regard. Quand ils prennent des mecs sur lesquels on a peu ou pas de visibilité, c'est plus compliqué de se projeter en tout cas. Mais il y avait de l'intensité, il y avait debout, c'était construit. Donc je dis à surveiller. Pour le moment, c'est trop tôt de dire oui, il peut gagner ci, il peut faire ça. Je pense que c'est beaucoup trop tôt au stade de leur carrière. Mais c'était agréable à regarder. Il y avait de la diversité. Debout, je trouvais que c'était assez varié, c'était intéressant à voir. Il faut payer pour. C'est comme au poker, tu payes pour voir un petit peu plus. En tout cas, c'est intéressant. Moi, en réflexion globale, quand même, sur cette première moitié d'année, on a vu Hexagone faire beaucoup d'événements, beaucoup plus que ce qu'ils en avaient l'habitude de faire. J'ai l'impression qu'ils s'installent vraiment dans le paysage. On l'a dit, la Ligue des prospects aussi. On sait que la plupart des gros talents jeunes, ils sont chez eux. On en a aussi beaucoup encore chez Ares, mais en tout cas, c'est une des vraies pépinières. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train de fabriquer quelque chose de solide, les frères. Ouais, puis il faut parler du MMA hexagonal dans sa globalité. T'as Ares qui vient de piquer Delphine Benoît au COF et qui la signe. Mais d'un autre côté, t'as Alexandra Tekena qui a annoncé sa signature à l'Hexagone. Et pour l'instant, les cartes sont assez bien distribuées. On voit nos talents français qui ont des combats, qui vont combattre assez rapidement. Et t'as envie de dire, ok, vite. Là, je crois qu'on va devoir faire un petit break sur Hexagone. Je crois que le prochain événement, c'est septembre. Non, attends. En tout cas, il y a un break de l'été. C'est sûr, mais je crois que sur l'été, c'est un peu plus calme. Faudra voir la suite. Il y a Greg qui va combattre dans pas longtemps, MMA, je crois. Je crois qu'il y en a un ou deux avant voilà. Et ensuite, il y a le break. Faudrait que je vérifie. Un petit break à vérifier. Mais non, sur septembre, c'est engagé déjà. Donc, il y a un Zénith en septembre, je crois, à Paris. Du côté de l'Ares, on sait qu'il y a Marseille, plus Nantes, plus Brest, si je dis pas de bêtises. Donc, il y a 3 Ares. Et je pense qu'en septembre, ça va repartir aussi. C'est bien. Moi, je pense que ça fait du bien au MMA français, tout ça. Et alors, je vais être clair, parce qu'ils l'ont annoncé ce week-end. Hexagone, ils ont fait une recrue qui est passée un peu inaperçue, mais qui s'appelle Laurent Salvedon, qui est l'ancien directeur de RMC Sport, qui était moi, je l'ai pas passé inaperçu. Mon ancien patron, qui s'est associé avec eux. Je crois qu'il a même mis des billes Et alors, en termes de fabriquer une histoire et raconter des choses, je peux vous dire qu'ils ont fait la meilleure recrue possible.
il n'y a pas photo. Je sais pour avoir vécu de près ce qu'il a fait avec le MMA à RMC, ils ont des belles choses à faire avec lui. Parce qu'il peut te raconter une histoire qui ensuite va se matérialiser dans la cage. Moi, si j'étais Arès, je tremblerais plus d'un Salvaudon qui signe à Hexagone que d'un autre combattant, tu vois, parce qu'on a vu le travail qu'il a fait avec RMC, d'où c'est parti et d'où c'est arrivé. Donc, à suivre vraiment de très près dans les prochaines semaines. Exactement. Un autre chose que tu avais à noter sur le Hexagone ou rien, où on passe à l'UFC? Non, globalement, bravo d'avoir rempli une salle de plus de 6000 personnes en province. C'est bien, ça donne. Alors, j'espère que ça donnera encore plus d'idées aux autres orgas pour se délocaliser, parce qu'il n'y a pas que Paris. Ça fait longtemps, hein, je vais finir par... On va faire des t-shirts bientôt avec ce slogan, mais il n'y a pas que Paris en France, et on le voit, et le public répond présent, et ça fait plaisir. Et puis c'était important, je l'ai dit, c'était pas un week-end très fort en termes d'actualité MMA, donc je trouve que tu vois, c'était le gros événement du week-end, et ils nous l'ont bien fait comprendre, et c'était ça. Le gros événement du week-end, c'était Hexagone. Je pense que toute la communauté MMA en France, elle était devant Hexagone pour voir ça ce week-end. Donc c'est cool. Des fois, les choix de dates sont importants aussi, Ouais, tu vois, par rapport à Messi. Si tu vois ce même event noyé avec 3 ou 4 autres events, un KSW, un machin, c'est peut-être pas la même saveur, mais là, ça passait bien. 2 semaines avant, Ouais. avec le KSW en France plus l'UFC à Montréal, C'est t'es ça. noyé. C'est ça. T'es noyé total. Donc parfois, c'est dur, hein, parce que quand tu réserves ta salle plusieurs mois à l'avance, tu sais pas forcément que l'UFC de ce soir-là, il va être une fight night ou qu'il n'y a pas de mal. Mais parfois, le choix des dates est hyper important dans la réussite aussi Très de ce juste. genre d'événement. On passe à l'UFC. Il n'y avait pas d'UFC ce week-end. C'est aussi pour ça que c'était un week-end un peu light en termes d'actu MMA. Par contre, il y en a un le week-end prochain qui nous intéresse sur 2 points. Je vais d'abord te parler du premier qui est le moins intéressant pour le grand public français avant de rentrer dans le deuxième. Le premier, c'est le main event. Erin Blanchfield, qui avait été battu, on se souvient, en mars 2024, par Manon Fiorot à Atlantic City, contre Macy Berber, l'autre américaine qui monte dans la catégorie des moins de 57, des flyweights. Vous allez avoir un regard acéré sur celui-là avec Manon, tu vois, c'est quelque chose... Un des deux noms peut te faire sens pour une prochaine adversaire de Manon, là, dans les mois à venir? On va avoir un regard. Ils sont 4 et 5 de la KT. Après, très honnêtement, moi, je vois Blanchfield nettement favorite. J'ai hâte de voir, mais c'est de la curiosité. Pour l'instant, avec Manon, je vais en savoir plus là dans les jours à venir. J'espère que je pourrai annoncer au prochain épisode d'Aldric Enami au moins une tendance. On va tout faire pour revenir vite, je l'avais déjà dit. Mais pour l'instant, il n'y a pas de focus là-dessus. Je veux dire, on sait qu'il va falloir 1 ou 2 combats. Si possible avec la manière pour relancer un process. Manon a envie. Je crois qu'au moment où on se parle, elle a déjà mis un petit post Instagram en ce sens. Donc, l'entraînement va... C'est moi qui calme là. Prends encore une petite semaine. Mais elle a envie de reprendre. Elle a envie de progresser encore dans ce qui a été pendant ce combat, c'est-à-dire ses transitions, sa préhension. Pour le moment, je pense qu'il ne faut pas s'enflammer, il faut réfléchir et il faut travailler. J'en reparlais, là on sait que Oliveira va faire la ceinture contre Topuria. Je pense que son manager, il était à 1000 lieues de penser qu'il allait recevoir sur sa boîte mail un contrat pour la ceinture. Donc c'est comme ça qu'il faut le prendre pour le moment. Le retour rapidement, août-septembre, la manière... Et après, on verra, step by step. Être actif, attendre de voir ce qui va se passer dans la division et prendre une opportunité si elle se présente. On n'a pas eu de chance sur la première. On a mis plus de 3 ans à avoir le titre. Maintenant, c'est carré dans sa tête et je pense que ce qu'il faut faire maintenant, c'est combattre. T'as raison sur celle-là, parce qu'au 31 décembre dernier, si on te disait que dans les 6 mois qui suivaient, Moïcano et Oliveira allaient faire la ceinture des moins de 70, il fallait être soit très brésilien, soit très parieur pour parier ça, hein, parce que c'était improbable en soi avec Islam qui était encore dominateur et tout. C'est ça, tu sais pas ce qui peut te passer. Ça peut bouger vite. Moïcano, il a fait un truc, il est actif. Voilà. Et ça a marché. Donc à voir, je pense que là-dessus, il faut pas trop réfléchir, il faut faire. Et Par contre, intéressant, tu vois Blanchfield nettement supérieur à Barber. Ouais, parce que Barber, ça a souvent été vu aussi comme l'autre qui monte, tu vois, et qui pouvait devenir un challenger potentiel. Barber, c'est très intelligent ce qu'elle fait. Moi, je suis persuadé qu'elle a pull-out des combats volontairement parce que le match-up n'était pas intéressant pour elle. Très, très stratégique. Ouais, donc, elle s'est présentée comme une karatéka sur sa période 52-57, le début de sa carrière. Là, c'est win condition, c'est plutôt le cage control, voire le lay and pray, tu vois. Donc, moi, je crois qu'à ce jeu-là, Blanchfield est meilleur. Réponse samedi soir. Exactement. Et il y a un co-main event qui est aussi très intéressant. Pour le coup, la carte est pas folle non plus, hein, on va pas se mentir. Par contre, le co-main, moi, je le trouve très sympa. C'est Gamrot contre Ludovic Klein. Déjà, le match-up est cool. Le match-up est très joli. Ouais. Gamrot, fidèle à lui-même. Moi, si je dois mettre une critique sur Mateusz Gamrot, c'est que depuis la période KSW, je ne vois aucun progrès en striking. Il reste sur ce qu'il sait faire. J'arrive Ouais, je suis pas. assez d'accord. Je suis d'accord que ta win condition, ça a toujours été ça, lui. C'est même pas le sol. Parce que c'est pas un très gros lutteur, c'est le scramble. C'est-à-dire que plus il te met dans ses recherches d'appui et cette façon de se redresser contre la cage ou quoi, plus il est exceptionnellement fort et il a un niveau mondial là-dessus. Et je pense que le seul qui n'a pas été ridicule sur ça, c'est Darwish.
pour le moment. Au niveau sol, je parle. Après, il y a d'autres chemins pour le battre. Klein, c'est solide. Les débuts à l'UFC ont été moyens, parce qu'il y a 2 défaites quand même sur ses 3 premiers combats, si je dis pas de bêtises. Mais là, il est sur une bonne hype. Je trouve qu'il frappe fort. Il a des bons angles. Donc, à voir ce qui va se Grosse passer. opportunité pour lui, on va pas se mentir, de rentrer dans ce top 15 et ce top 10 même. Ouais, il peut faire un step-up énorme. Il peut prendre 20 places ou 15 places, je sais pas exact. Au-delà du top 15, je sais pas combien ils sont classés. Donc, je sais pas exactement s'il est 16, 17, 18, 19. Mais il y a un très beau step-up qu'il peut faire. Et est-ce que le vainqueur peut arriver contre Benoît Saint-Denis on ne sait pas. Ça va être la question qu'on va ouvrir juste derrière. Mais c'est là, symbole encore, on en a déjà parlé, Aldric, de cette caté-là. Il y a un moment, il faut prendre ses combats dans ces catés-là. Parce ils ont qu'il y ouvert a tellement de je trouve, densité. T'es pas sûr que Ludovic Klein, il soit pas meilleur que Gamrot? On va avoir la réponse samedi, enfin en tout cas en face à face, en one-on-one. Tu pourrais te dire, pourquoi Gamrot prend le mec qui est au-delà du top 15, ça sert à rien. Mais je pense que dans cette caté, être actif, prendre les combats, montrer que tu réponds à toutes sortes de challenges, c'est plus important que de garder sa petite position de 7 ou 8e. C'est ça. Tu vois. Et il y a du monde, hein. Il y a du monde dans cette caté. Elle est forte. On a un nom que j'entends pas souvent sur les podcasts français, mais on peut parler de Grand Dawson 10 secondes. Niveau et tout, c'est très fort. Ça a montré des choses. Moi, je te dis que j'aimerais bien le voir à Paris, moi, Grantin. Contre un certain Fares Diam, par exemple. Ouais. Pareil pour Fares. Fares, on n'en parle pas. T'as vu ce qu'il a montré? Aldric, on n'en parle pas. Nous, on en parle en France. Oui, voilà. Est-ce que tu as vu ce qu'il a montré aujourd'hui, que ce soit en Angleterre, que ce soit sur son dernier combat? Fares, c'est fort. Le niveau de striking, on est top mondial. Il a montré une très bonne défense de lutte. Il faut parler de ces gens-là. T'imagines, ils sont pas classés, ces mecs-là. Donc, non, la KT est dense. Et là, en plus, j'ai envie de te dire, ils se battent. Là, tu vois, il y a quelques années, un Gamrot, il aurait dit non, je prends pas parce qu'il est pas classé, parce que si, parce que ça. Là, ils acceptent de s'affronter. Quitte à perdre, tu sais que Gamrot, il va pas sortir du classement, mais une défaite, et tu arrives peut-être 14e, 15e derrière. Donc, ils se battent, ils acceptent les combats, et ça, c'est très intéressant pour l'avenir de la KT. Non, mais c'est la notion, tu vois, de prendre des risques aussi pour confirmer ta place, voire viser plus haut, parce qu'il y a trop de tueurs dans cette KT, et que si tu laisses passer le train, si tu combats pas, ça rejoint un peu, c'est pas les mêmes choses, parce que c'est pas des KT aussi denses, mais ça rejoint Nassour en middleweight. En 2024, Nassour, il a été actif. Il a pris tous les combats qu'il fallait, des top 5, des top 10, et il t'a montré qu'il était légitime à être en position. Alors que s'il en a refusé 2 en disant non, là, c'est pas ça. Le mec est derrière à l'aide, il est derrière moi, je veux pas le prendre à Paris. Tu te mets pas dans les bons petits papiers. Et malgré qu'il ait fait tout ça, t'as quand même des runners qui arrivent derrière et qui collent au basque, tu vois. Donc ça va très vite. Ça va très vite. Il faut prendre les combats. S'il y a un truc. Et c'est pour ça que je te dis, nous, la dynamique, on l'a subie pour Manon. On a été obligé d'attendre 1 an et c'est pas des choses à faire. Alors quand c'est pour la ceinture, tu dois faire le sacrifice. Mais aujourd'hui, 2-3 fois par an, c'est bien, ça te laisse dedans et là, tu es à 100% de tes capacités. Et le temps de cage. On remplace pas le temps de cage. On n'en avait même pas parlé dans le débrief, mais Manon, ça faisait plus d'1 an qu'elle est. Le premier round aussi, il faut se remettre dedans. Ça fait plus d'1 an que t'as pas été dans la cage. Et je pense que c'est des choses importantes et qu'aujourd'hui, pour qu'un fighter il soit bien dans sa tête et dans son camp, ben, il faut 2-3 fois par an. C'est bien, s'il n'y a pas de blessure en tout cas. Mais je pense que vous étiez, vous, dans la seule situation où tu peux te dire qu'attendre. C'est ça. Et à peu près logique. Parce que c'est tellement une opportunité dingue. Moi, il y a ceinture que le UFC qui doit te dire, t'attends. Tu peux pas te dire, je vais le rater parce que j'ai pris le combat de trop. Une fois que vous aviez fait ce que vous avez à faire en battant des Blanchfield, des Namajunas, des Choukagian, il y a un moment, faut l'attendre. Quand tu sais que ça va être toi, faut l'attendre. Au niveau managérial, moi, je pense que le choix, on l'a très bien fait. Mais en règle générale, c'est des choses qu'il faut éviter de faire, je pense. Ouais. Et si même le timing aurait été, si une Blanchfield s'était fait en fin d'année plutôt qu'en mars, ça aurait sans doute été aussi plus efficace, vous, dans la construction jusqu'au title shot. Et t'as ouvert un peu la porte à ça, mais c'est Gamrot qui l'a ouvert lui-même sur les réseaux. On sait que depuis le forfait de Joël Alvarez à Montréal, il chauffe un peu Benoît. Il avait dit, c'est lui qui m'a refusé à Montréal, machin. Il continue de dire, j'ai des preuves dans mon téléphone que ça a bien été proposé. Il les a pas montrées, soit dit en passant. Il les dit, mais il les montre pas. Et là, il ouvre la porte à dire, si je venais faire Benoît à Paris, je bats Ludovic Klein là ce week-end, et ensuite je viens à Paris prendre Benoît. C'est un match-up qui te plairait? Ça a une belle tête de main event à Paris, Aldric. Ouais, puis on sait pas ce qu'il y aurait d'autre dans la carte, mais ça pourrait être légitime pour ça. Le fan, alors l'équipe de Benoît, je sais pas ce qu'ils vont penser, on aura la réponse. Le fan que je suis trouve le match-up légèrement à l'avantage de Benoît. Je pense que debout c'est plus fort, Benoît, malgré tout. Il frappe plus fort et je pense qu'il est vraiment capable de prendre plus de coups que Mathéus. Et au sol, il y a match. C'est vrai que c'est fort, Gamrot, mais Benoît, il vient de ça au départ. Je veux dire, il le dit lui-même dans ses interviews. Il vient du jiu-jitsu. Christophe Savoca, que je salue au passage, c'est un très grand coach de jiu-jitsu brésilien. Et sur le sol, il y a débat. Hein. Il y a vraiment débat. Les qualités de Benoît, on les a vues depuis le début au sol et elles sont toujours là. Et pour le coup, Gamrot, en effet, debout, c'est un de ceux sans doute du top 10 qui fera le moins payer
Benoît, pour tu vois, les ouvertures parfois qu'il a défensivement, propension parfois à aller un peu trop à la bagarre, le menton en avant, bah s'il y en a un qui te le fait moins payer que d'autres, c'est peut-être Gamrot. Alors, il te le fait moins payer ou il a pas les armes pour faire reculer Benoît? Il y a pas vraiment les armes. je suis d'accord, tu vois, il y a une frontière. Ouais, t'as raison. Tu le vois que le jour du combat, ça. Mais est-ce qu'il, Benoît, si t'as pas les armes pour le faire reculer, c'est un Il t'avance dessus. cauchemar. Et je pense pas qu'il les ait. C'est Moi, ça. sincèrement, C'est je ce que pense pas je qu'il pense les ait, aussi. Gamrot. C'est ce que je pense aussi. Et il y en a pas beaucoup dans le top 10 qui les ont pas. Parce qu'on l'a dit, c'est une caté de tueurs. C'est des mecs qui frappent fort. Ouais. Même Moïcano, il frappe fort, tu vois. Donc, lui, si t'as pas les armes pour faire reculer un Benoît qui t'avance dessus et que ta seule arme, c'est le takedown, compliqué. Parce qu'en plus, Benoît, bonne guillotine, capable d'enchaîner assez rapidement, capable de créer le scramble si le besoin se fait sentir. Et il y a des armes. Hein. Non, je pense que le match-up est intéressant. Dans le débrief qu'on avait fait du 315 juste après, quand tu étais encore au Canada, avec Baba, nous, on avait parlé de Chandler. Ça nous plairait, BSD Chandler. Il y a un M-value énorme. Enfin, tu vois, c'est un nom qui compte encore, mais il est plutôt sur la fin. Il est sorti du top 10, il est top 12. Enfin, tu vois, au niveau classement, ça faisait sens. Gamrot, c'est encore mieux, je pense, en fait. T'as moins le M-value. C'est moins fort le nom. Par contre, déjà, il est top 10. Il n'est pas sorti de ce top 10-là. Enfin, tu vois, tu gagnes plus à battre Gamrot qu'à battre Chandler, j'ai l'impression. Pour la hype, je sais pas. Pour la hype, Chandler, sur les réseaux sociaux, il est assez suivi quand même, plus que Gamrot qui est polonais. Après, on a vu ce qu'a fait Gamrot à très haut niveau. Et pour moi, c'est un bon gardien du top 5, top 8. Tu vois, donc effectivement, le match-up est intéressant. Après, pour que Benoît il continue à construire son image de star mondiale de ce sport et de représentant ambassadeur français, peut-être que Chandler c'est bien aussi, tu vois, surtout qu'il a les armes aussi, je pense, Benoît, pour le battre, Chandler. Ça, t'as raison, je le comprends, c'est plus en mode, je sais pas ce que tu gagnes vraiment à battre Chandler. Le fan de MMA, la hype moi je préfère voir Gamrot. Oui, parce que techniquement c'est intéressant, la partie sol et cage control elle est hyper intéressante aussi, donc personnellement je préfère voir ça. Après moi je vois vraiment Benoît être capable de faire tomber Chandler et de l'asphyxier, tu vois. Complet, mais tu vois je trouve que tu gagnes moins, c'est-à-dire que je trouve que tu bats Chandler après une guerre, parce qu'ils vont se faire la guerre si c'est Chandler BSD, t'as presque une logique. Bon bah il a battu Chandler qui est en fin de parcours, ils se sont fait la guerre, ils se sont rentrés dedans, Chandler est tombé avant lui, voilà. Si tu bats Gamrot, t'as prouvé d'autres choses, à mes yeux en tout cas. Ah oui, c'est clair. Tu vois, t'as prouvé d'autres choses et t'as prouvé que tu méritais de repartir vers les gros combats. Peut-être pas top 5, mais juste sorti de top 5, quelque chose comme ça. Ouais, je suis d'accord. Ça peut être intéressant à ce niveau. Et on va conclure sur un dernier petit point sur l'UFC, Aldric, puisqu'on a parlé souvent déjà, on est qu'au 4e épisode d'Aldric Énervé, mais je sens que ça va être un marronnier dans nos discussions de la méritocratie à l'UFC. Ils vont donc donner le title shot des moins de 66 kilos face à Alexander Volkanovski à Yair Rodriguez. Pour l'UFC 320, ce sera à Guadalajara le 13 septembre normalement, la noche annuelle de l'UFC. Il y a Movsar Evloev qui est à 9-0 à l'UFC, qui vient de battre Sterling, Arnold Allen. Juste avant, il avait battu, ça me rééchappe, Diego Lopez. Il y a que lui qui la mérite, Aldric. Là, on va donner un title shot à un mec uniquement parce qu'il est mexicain et parce que c'est une noche mexicaine. On est d'accord. Yair Rodriguez a été laminé par Volkanovski à l'UFC 290 en juillet 2023 à Las Vegas. Depuis, il y a une défaite contre Ortega et une victoire contre Pitbull, Patricio Freire à l'UFC 314 pour les débuts de Pitbull à l'UFC. Mais d'où il mérite plus que Movsar? Là, on n'est plus dans la... Il mérite pas plus. On est même limite Aldric en vrai. Hein. C'est un choix ethnique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tu as vu, ils ont changé un petit peu de politique concernant les Caucasiens et les Russes en général. Ils leur donnent tout de suite des très gros tests. Et clairement, je pense qu'il n'est pas très populaire parce que moi, j'aurais vraiment rêvé de voir ce combat. Volka, il a montré des très bons scrambles contre Islam. Et tu as envie de dire, OK, comment il va résoudre l'équation Evloev? Parce que Evloev, c'est fort. Quand on voit ce qu'il a fait à Sterling, qui est un très gros rappeur qui vient de chez Renzo Gracie et qui a un niveau de jiu-jitsu brésilien, pas mondial, mais très très haut pour un combattant de MMA, moi, j'aurais vraiment eu envie de voir cette équation. On la verra pas. Est-ce qu'on va la voir un jour? J'y crois. Parce que je me dis que arrivé à un moment, la méritocratie, elle arrive tôt ou tard, même si là, il y a un petit raccourci qui a été pris. Et battre un pitbull de 36 ans et aller au titre, c'est ce que je te disais sur la parenthèse de Manon. On ne sait pas comment tout peut arriver. Ce qu'on sait, c'est que le Mexique, c'est aujourd'hui, on en a parlé lors de l'épisode précédent, je pense que vraiment le Mexique et la Chine, ce sont deux marchés très très importants. Et c'est facile hein, pour corroborer mes propos. C'est les deux endroits où ils ont construit des UFC Performance Institute. Donc point. Là, tu vois, les faits sont posés.
Donc tu vois, c'est des marchés où ils sont allés poser leurs valises et ils développent le MMA sur place parce que ce sont des marchés qui peuvent progresser énormément et qui ont de très très grosses proportions. Mais on est au point, en fait, ils jettent une pièce en l'air et ils prient à se dire, espérons qu'Yair gagne pour qu'on ait un champion, tu vois, on n'a plus Grasso, pour qu'on ait un champion mexicain, quoi. Je pense pas qu'ils jettent une pièce, mais en tout cas, ils ont leur main event qui est assuré. Point. Ils ont, voilà. Grâce à, parce que il faut voir aussi, t'as Alexa Grasso qui est sur 2 défaites d'affilée. Donc pareil, je vais faire mon Nostradamus, je te prédis un combat facile. Ouais. Là, ils vont lui mettre une Elle va fille, pas être emmerdée à Guadalajara. soit qui est pas classée, soit qui est vraiment à toute fin du top 15, parce qu'il n'est pas question. 3 défaites, on sait que c'est souvent synonyme de quitter l'organisation. Tu verras que c'est pas ce qui va se passer. Et Grasso va avoir un combat facile. On sait que leur star mexicaine, ça parle d'arrêt pour Brandon Moreno. Il parle de quitter, en tout cas d'arrêter sa carrière, si c'est pas quitter l'organisation, parce que je pense qu'il gardera une place dans tout ce qui est UFC en espagnol, tout du moins en tant que commentateur, qui fait très bien. Mais ça manque de stars là. C'est-à-dire qu'à un moment, on avait presque 4 champions si Irene Aldana était passé. Là, ça commence à devenir plus dur et il n'y a pas forcément la relève derrière. Non. Donc, on s'accroche à ça. Là, ils ont leur main event qui est garanti parce que tu es obligé d'avoir un Mexicain en main event de la noche, quoi. Et tu te rends compte qu'au 314, ils espéraient fort, mais c'est logique que Diego Lopez s'impose. Plus avec le bif qu'il y a avec Yair, t'es pas un vrai Mexicain et t'es machin, toi t'es allé au Brésil. Là, t'avais un main event à Guadalajara qui explosait un peu tout. Mais c'était mon petit coup de gueule parce que tu sais, voilà, je suis pour la méritocratie. Je sais très bien, je suis pas un perdreau de l'année, que l'UFC est un business. Je le dis souvent, c'est plus un business à coller un sport que l'inverse. Mais là, mais je pense cet exemple-là, il est trop, Aldric. Il est trop. Je pense qu'une victoire pour Movsar et il l'aura. De toute façon, pour moi, c'est le plus fort de la KT. En plus, il y a une tristesse. Movsar, sur les réseaux, tu l'as vu, il est obligé de dire bon, c'est pas grave, je vais combattre en juillet et puis on se retrouve parce qu'en vrai, tu peux pas non plus gueuler. Parce que s'il se met à tout déchirer et à dire l'UFC, vous êtes des cons et machin, il aura plus sa chance. Mais je pense qu'aujourd'hui, le seul moment, la seule orga où ça paye d'être Dagestanais, c'est au PFL. Voilà. Sinon, tous ces russophones, c'est un peu compliqué. Je suis d'accord avec toi, c'est absolument pas normal. On s'en fout du marché, on a envie de voir ces combattants, ils sont forts. Mais aujourd'hui, c'est plus compliqué, je pense. À part si t'es champion, comme en Kalaev, mais sinon c'est très compliqué de gravir les échelons quand t'as un nom russe ou en tout cas caucasien. Ouais, et ça joue. Ces nationalités-là, l'endroit où tu vas combattre, finalement, ça joue beaucoup, tu vois. Et c'est pour ça aussi qu'on dit, finalement, c'est tout ce qu'on se répète depuis des années. Plus le MMA français sera fort, plus l'UFC Paris sera fort, plus on aura des chances aussi. Je pense plus t'es un marché fort, plus t'as des chances. Le marché influe sur le combattant. Ouais. Donc, suivre sur les réseaux sociaux. Nous, on peut pas acheter les pay-per-view parce qu'on a un diffuseur, mais les abonnements à l'UFC Fight Pass, le merchandising autour de tout ça, bien sûr que ça compte. Bien sûr que ça compte. Regardez les chaînes qui diffusent, remplir les salles, montrer que t'es un public qui donne participer pour ses sur combattants. Les réseaux sociaux, bien sûr. C'est très important et ça le prouve une nouvelle fois. En tout cas, force à Movsar Evloev et tu as raison, il l'aura fin d'année, début d'année prochaine. Pour moi, derrière Volka, c'est vraiment le plus fort. Donc, je pense qu'il aura sa 10e victoire, il aura son title shot. Et j'espère que Volka va la garder la ceinture, je pense d'ailleurs, contre Yair, parce que Movsar mérite d'affronter Volka. Après, tu vois l'idée que je veux dire. Tu sais, est-ce qu'en un an, t'es capable, quand il y a le gap qu'il y avait, parce que c'est pas un fight fact la victoire de Volka, il l'a surclassé. Je suis dans la salle à Vegas, la différence est énorme. Donc est-ce qu'en un an tu peux rattraper ça? Clairement non. Donc moi je pense que je veux pas casser le suspense, mais moi je pense que je vois une victoire, alors peut-être à la décision, mais je vois Volka s'imposer sans trop de complications sur on en reparlera en septembre à ce moment-là, mais ouais. Et puis je trouve ça cool si ça peut être ça pour que Movsar il ait Volka. Ouais, je pense que fin d'année il l'a, moi, son title. Avoir un grand nom et avoir ce nom-là et pas c'est rien contre Yair Rodriguez, tu vois, mais quand t'es un 66, affronter Volka, c'est autre chose maintenant. Non, je pense qu'il l'aura, moi. C'est un nom légendaire de cette catégorie. Merci Aldric, on a fait un bon tour de l'actualité, même si elle n'était pas énorme cette semaine, mais ça va revenir un peu plus fort la semaine prochaine, puisqu'il y aura le preview notamment de l'UFC 316, avec Merab Dvalishvili contre Sean O'Malley, et puis un titre chez les bantamweight féminines avec Kayla Harrison, qui va tenter de devenir championne face à Juliana Peña. Donc on aura plus de choses à dire aussi sur cette UFC à venir et sur beaucoup de choses, et puis de toute façon, là que tu combats, ça ne s'arrête jamais. Il y a un petit arrêt avec des gens à toi le 14 juin à Marseille avec Axel qu'on va recevoir d'ailleurs dans les studios pour une belle interview, Axel Sola. Donc mois de juin animé. Et Giroud qui va faire aussi la ceinture de l'ARES. Le co-main event exactement de cet ARES à Marseille. Merci Aldric, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Aldric Enerby. Abonnez-vous, commentez, likez, ça fait toujours avancer le bousin comme je le disais, et à très vite sur Jab Live pour un nouveau numéro d'Aldric Enerby. Ciao à tous. Salut ça.